Pour assister à cette conférence débat du numéro 102 de la revue Agora Débat Jeunesse qui porte sur ce que les jeunes font à l'ordre de genre, pratique et identification minoritaire. Alors, moi, je m'appelle Yael Anselem-Mangui, je suis chargée d'études et de recherche à l'INGEP qui porte la revue, qui est l'institut qui porte la revue. Et j'ai accompagné la revue pendant une quinzaine d'années, qui maintenant, depuis le mois de janvier, est pilotée par Laurent Lardeux et Julie Couronné. Et donc, c'est le dernier numéro que j'ai accompagné dans sa publication, dans sa coordination qui était assurée par ici présent Tania, qui est à l'autre bout de la salle, Nicolas qui est à côté de Tania et Aurélia Mardon qui s'excuse de ne pouvoir être avec nous aujourd'hui. L'idée des conférences débats Agora Débat Jeunesse, c'est de proposer un espace de présentation et de discussion sur les publications, sur les dossiers de revue, de manière d'une part à rendre et à donner la connaissance sur comment ce qu'il y a dans le dossier, son histoire, son origine, la composition du dossier, mais aussi d'avoir un espace d'échange, de lecture, de réaction autour des travaux. Et donc, c'est pour ça qu'on mêle à la fois les coordinateurs, coordinatrices autour de la table et puis des collègues à lire les articles au regard de leur propre expertise. L'objectif, c'est d'avoir un espace plutôt conférence et puis après un deuxième temps plutôt débat, avec l'objectif aussi de souligner que les sciences sociales ont besoin du terrain pour pouvoir travailler, mais que il n'est pas inutile pour le terrain d'accéder aux sciences sociales pour prendre de la distance par rapport à ses propres pratiques professionnelles par ailleurs. Donc voilà, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, à ce titre-là, porte la revue La Finance et participe à sa publication avec les presses de Sciences Po. C'est une revue qui sort 3 fois par an, qui est disponible sur Kern et qui fonctionne avec un comité de rédaction qui est composé d'une trentaine de chercheuses et de chercheurs qui sont très impliqués sur les choix des dossiers et qui sont après confiés à des équipes de coordination. C'est une revue qui existe depuis déjà 30 ans, quasiment, qui a pour fonction d'être accessible au plus grand nombre. Alors, ça reste une revue académique, mais qui a pour objectif d'être accessible par des articles plutôt courts, où on demande et on embête beaucoup les autrices et les auteurs sur les manières d'écrire, sur l'explicitation des concepts, l'explicitation des données statistiques, sur de manière à ce que chacune puisse s'emparer des données des sciences sociales, quelle que soit finalement sa spécialité ou son champ de compétences. Et donc c'est dans cette idée-là que a été mené ce dossier qui porte sur les pratiques et les identifications minoritaires chez les jeunes aujourd'hui, dont je laisserai après Tania et Nicolas présenter le dossier. Moi, je vais avoir le rôle un peu difficile ou un peu facile de chronométrer chacune et chacun. Chacun ont leur temps de parole. Et donc, je vais éventuellement parfois leur glisser des papiers. Non pas comme au collège pour leur mettre des petits mots, mais juste pour leur rappeler le temps. Donc moi, je suis gardienne de l'ordre du temps et pas de l'ordre du genre. Avec une fin de conférence débat à 18h30 et je vous laisse. Dans la partie conférence, on a eu la chance de pouvoir avoir avec nous 3 collègues qui ont accepté la dure tâche de lire un dossier auquel ils et elles n'ont pas participé, mais de le lire au regard de leurs propres travaux. Donc, je laisserai ensuite se présenter, mais sont avec nous, du coup, Miral Raz, Claire Van Der Drich, et puis Hugo Bouvard, qui sont tous les 3, là pour exposer aussi leur propre lecture de l'ensemble des articles qui ont été publiés dans ce numéro. Juste pour vous rappeler un tout petit peu l'histoire d'un numéro de revue. Un numéro de revue, ça s'étale sur plusieurs années. C'est un appel à contribution sur lequel reviendront peut-être Tania et Nicolas. Déjà, c'est penser le dossier. Après, c'est écrire un appel à contribution. Et puis après, c'est tout un processus de sélection qui ne veut pas dire que on épuise complètement l'ensemble de ce qu'on pourrait dire sur ce thème. Ça n'épuise ni la recherche, ni les méthodes, ni la thématique, mais ça donne à voir en tout cas l'actualité sur un thème. Les articles, ils sont sélectionnés, ils sont évalués par des chercheuses et des chercheurs, comme dans toutes les revues académiques. Et ensuite, il y a un enjeu de calendrier. Donc, il y a des collègues qui peuvent ou peuvent pas amener leurs modifications en fonction du calendrier de la revue, de manière à ce que la revue sorte dans les temps. Donc voilà, une revue académique telle qu'Agora, ça dure en gros, il y a entre l'idée du dossier et sa sortie, il y a entre 1 an et demi et 2 ans, on va dire à peu près.
Parfois un peu moins, ça va dépendre des dossiers, ça va dépendre du temps dont disposent les coordinatrices, les coordinateurs, et puis des projets de recherche ou des recherches déjà terminées. C'est une revue qui est très attentive à publier aussi des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, sans exclusivité d'orientation théorique, de lignes méthodologiques ou d'aspiration conceptuelle. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez vous trouver dans les dossiers, parfois des manières très différentes d'approcher une même thématique. Donc là, c'est un dossier qui comprend 5 articles sur lequel je vais laisser tout de suite Nicolas et Tania rappeler un peu l'histoire de ce dossier et comment ça s'est passé. C'est à vous. Je commence. On s'est dit comme ça. En fait, bonjour à toutes et tous d'abord. On s'est distribué le temps de parole avec Tania. Moi, je vais vous présenter un petit peu l'intention du numéro. Et puis ensuite, Tania va présenter les articles qui le composent. Alors, voilà, le numéro, en fait, il a mijoté de séances de comité de rédaction d'Agora, dont je fais partie, en fait, du comité en comité, voilà. Et puis il a mijoté peu à peu. Donc on a formé une équipe de coordination pour cela, avec donc Aurélia Mardon qui est aussi membre du comité de rédaction de la revue. Puis on a sollicité Tania qui nous a rejoint pour compléter l'équipe de coordination. Et l'idée, c'était de saisir la jeunesse au point de rencontre entre deux idées on pourrait dire, qui cohabitent un petit peu en tension, l'une avec l'autre. Premièrement, la première idée, c'est l'idée qui est sociologiquement bien établie par un ensemble de travaux, selon laquelle la jeunesse est un âge de la conformité, ou un âge, on pourrait dire, de la conformation à un ordre du genre qui se cristallise durant l'enfance et l'adolescence. Et puis une deuxième idée qui est à la fois de mieux en mieux documentée par un ensemble de travaux, mais qui est aussi souvent et parfois exagérée, qui peut être sujette à un ensemble de discours, de fantasmes, voire de panique, selon laquelle les jeunes d'aujourd'hui, mais lesquels évidemment, mettraient en cause nos repères bien établis, la conjugalité hétérosexuelle, la conformation de l'identité de genre au sexe biologique, la différence homme-femme, etc. Alors, notre intention, quand on a écrit l'appel à texte, puisqu'on a écrit un appel à texte, puis on a reçu un certain nombre de propositions, c'était donc de produire un numéro donc sur les pratiques et identifications minoritaires, qui mettent au cœur de son questionnement, on pourrait dire, le lien ou la dialectique entre ces pratiques et ces identifications et l'ordre du genre. Donc, c'était pas juste travailler sur les pratiques et l'identification minoritaire, mais vraiment sur le lien entretenu à l'ordre du genre. Alors, ça implique peut-être un enjeu de définition, puis elle a dit qu'il fallait définir les concepts, et c'est en effet important de le faire. Alors, l'ordre du genre, on le saisit notamment dans la suite là, en tout cas, c'est comme ça que je vais le définir, en repartant d'un article qui est d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vérifié tout à l'heure, l'article le plus consulté de la revue Agora sur en tout cas selon les statistiques de la plateforme Cairn, qui est un article d'Isabelle Claire qui a publié en 2012, que peut-être vous connaissez, voilà, qui s'appelle le PD, la pute et l'ordre hétérosexuel, et voilà, qui définit l'ordre du genre dans la suite des travaux d'une anthropologue féministe, Gail Rubin, qui pense ensemble le genre et la sexualité, et qui montre comment le genre, et notamment la construction du masculin et du féminin, se produit dans la sexualité, dans ce que notamment Gail Rubin appelait le tabou de l'homosexualité. Et donc Isabelle Claire, elle montre comment l'ordre du genre, elle, de manière plus empirique, s'actualise, se met en acte, on pourrait dire, dans les pratiques adolescentes de mise en couple et d'engagement dans la sexualité. Voilà, les garçons travaillent les contours de leur masculinité en mettant à distance ce qui relèverait du féminin, donc ce qui est contenu dans le stigmate du PD, et les filles de leur côté travaillent les contours de leur féminité en prenant toujours le risque d'être renvoyées au stigmate de la pute. C'est un petit peu la synthèse de l'argument d'Isabelle Claire dans cet article. Alors on se demandait, nous, qu'est-ce que les expériences pratiques et expériences minoritaires font à cet ordre du genre? Qu'est-ce qu'elles en déplacent? Comment elles sont travaillées par cet ordre, ces hiérarchies,
cet ordre, il est constitué de hiérarchie, il est constitué aussi de violence. Qu'est-ce qu'elles font comment celui-ci est alors susceptible de se rappeler à ces pratiques et identifications minoritaires. Alors, du point de vue de la sociologie de la jeunesse, ces questions, elles nous semblaient intéressantes pour au moins deux raisons. D'abord parce qu'elles interrogent la jeunesse comme un âge de la vie. Hein, comme je l'ai dit à l'instant, cet âge de la vie qu'on peut simultanément voir comme un âge de la conformité ou de la conformation d'un côté et comme un âge de la déstabilisation et de la contestation de l'autre. Et on peut dire que cet âge est sûrement un peu des deux. Mais à cet enjeu d'âge se superpose, et ça paraît important, c'est un enjeu important pour le numéro, un enjeu de génération, donc qui est un petit peu différent de l'âge, qui fait de la jeunesse contemporaine non pas seulement donc un laboratoire de l'ordre du genre, mais aussi de ses mutations, de ses déplacements, de ses reconfigurations, comme le montre un ensemble d'enquêtes quantitatives, qualitatives, dont certaines d'ailleurs sont produites au sein même de l'institution qui nous accueille aujourd'hui. Et donc ces enquêtes montrent que le nombre de jeunes qui s'identifient comme homo, bisexuels augmente, en même temps qu'émergent de nouvelles identifications, pansexualité, asexualité, allosexualité, etc. D'autres études montrent que l'augmentation des parcours de transition de genre qu'on peut constater à tous les âges de la vie est particulièrement marquée chez les mineurs et les jeunes adultes, en même temps qu'elles investissent de nouvelles positions de genre minoritaires, par exemple la non-binarité. Enfin, d'autres enquêtes montrent que le rapport juvénile à la conjugalité évolue avec des nouvelles formes d'union, couple libre, polyamour, etc. Toujours sur un plan générationnel, puisque la question de l'ordre du genre est indissociable de la question des violences qui le fondent et qui le produit. La jeunesse d'aujourd'hui, elle a notamment été fortement marquée par le mouvement MeToo, qui, tout en dénonçant l'ampleur des violences sexuelles, problématise en fait, via cette dénonciation, on pourrait dire, le rôle des rapports de genre et de l'hétéronormativité, voilà, dans la production même des violences. Donc voilà, donc notre objectif, c'était d'envisager simultanément l'ordre du genre, son actualité, son actualisation, et puis ce qui le déborde ou ce qui en déborde. Donc c'est vraiment ça l'objectif du numéro. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps pour présenter l'intention du numéro? Ça va? Euh, voilà, c'est bon. Alors, je veux juste revenir un petit peu sur l'argument d'Isabelle Claire, puis je suis allé regarder dans son dernier livre Les choses sérieuses, où d'ailleurs, plutôt que ordre du genre, elle parle d'un noyau normatif du genre, ce que je trouve plus intéressant, une expression peut-être plus dynamique, plus ouverte aux différences, aux possibles hétérogènes qui peuvent entourer le dit noyau. Et elle souligne que ce noyau normatif, en étant mis en pratique dans les milieux sociaux qu'elle étudie, n'est jamais réalisé à la lettre. Hein. Il est contesté, moqué, détourné, dénié, contredit par les faits, plus ou moins selon les contextes. Là, je ne fais que la citer. Et ça, elle montre que c'est vrai dans la conjugalité hétérosexuelle elle-même, hein, où les garçons se découvrent une sentimentalité quand les filles se découvrent un plaisir de la sexualité à l'adolescence. Alors, Isabelle Claire, elle traite aussi dans son livre de manière beaucoup plus marginale de quelques jeunes qui échappent aux identifications sexuelles et de genre dominantes. Alors, elle évoque deux figures dans son livre, les garçons gays et les filles non binaires. C'est son expression, on pourrait dire, en tout cas des personnes assignées filles non binaires, qu'elle rencontre notamment dans l'enquête la plus récente qu'elle a menée dans les quartiers aisés de Paris, et qui est en fait une enquête qui complète deux enquêtes qu'elle avait menées plus d'une décennie auparavant dans les classes populaires, périurbaines et rurales. Et soit dit en passant, petite parenthèse, cette temporalité des trois enquêtes doit nous conduire, et je pense qu'elle le dit comme ça dans son livre, à ne pas surinterpréter ce que dirait cette irruption du minoritaire dans des rapports de classe. Pourquoi? Parce qu'il est probable que si elle refaisait aujourd'hui l'enquête en milieu populaire, ces identifications minoritaires aient désormais également cours de façon croissante dans les milieux populaires. Voilà, petite précision importante. Et donc en fait, avec cette limite évidemment en tête, elle s'attache plutôt à montrer comment ces deux figures s'enchâssent dans les rouages dominants de l'ordre du genre. Alors, elle dit notamment que le garçon gay s'y enchâsse par la discrétion des expériences de couple homosexuel, encore largement invisibilisées et renvoyées à l'ordre du privé, quand la personne assignée fille non binaire par la figure de la fille non binaire, parce qu'elle dit des
possibilité pour des personnes assignées au féminin de franchir certaines frontières du genre pour se protéger temporairement de la violence de l'ordre du genre. Alors je dis pas qu'il faille absolument adhérer à ces analyses, et notamment à la dernière, car je crois qu'il y a encore beaucoup à dire et à chercher pour comprendre les ressorts complexes, plus complexes probablement, de la non-binarité, mais c'est plutôt le geste que je veux souligner, puisque en fait finalement au lieu d'être pensé dans l'extériorité d'un ordre du genre qui leur ferait face, ces deux figures minoritaires, et c'est de ça qu'on voulait faire aussi, sont pensées dans les plis, les replis, les interstices de l'ordre du genre, quoi. Et donc, au fond, notre numéro, il visait à prolonger ce geste, mais en renversant un peu la perspective, puisque plutôt que de partir des expériences majoritaires, quitte à observer celles qui s'en situent à la marge, on a décidé de partir des expériences minoritaires elles-mêmes pour voilà essayer de saisir à la fois ce qu'elles déstabilisent de l'ordre du genre et comment cet ordre se rappelle à elles. Alors, il peut se rappeler de différentes manières, hein, soit qu'il continue subrepticement à cadrer des attentes, à produire des hiérarchies, voire des violences, des représentations, des interactions, soit voilà qu'il se manifeste de façon plus directe via différentes formes de violence et de rappel à l'ordre. Alors, je terminerai peut-être juste ma partie en disant qu'on a reçu beaucoup de propositions, ce qui est probablement le signe du dynamisme de ce champ de recherche et de questionnement, beaucoup de propositions notamment de jeunes collègues. Et voilà, on a dû un travail de réflexion, de sélection. Il y a eu aussi un travail d'évaluation qui a rappelé Yael, qui finalement a produit un numéro qui comporte 5 articles que Tania va maintenant présenter. Bonjour. Donc, dans notre répartition des tâches, on a convenu que j'allais vous présenter et pas discuter les articles, hein. Ce sera les collègues qui parleront après qui le feront. Donc, je vais essayer de vous les résumer. Alors, les articles de ce numéro que nous avons coordonné enrichissent de différentes façons la recherche sur le genre et la sexualité. Premièrement, ils renouvellent le travail complexe d'objectivation des expériences minoritaires. Deuxièmement, ils participent au développement des savoirs scientifiques sur les minorités de genre, savoirs qui sont encore, qui se développent depuis finalement relativement peu de temps en France. Troisièmement, ils alimentent les réflexions entourant le développement d'analyses intersectionnelles relatives aux minorités de genre et de sexualité. Donc je vais rapidement vous présenter ces articles en reprenant ces 3 points. Et je vais d'abord m'intéresser à la façon dont ce numéro revient sur l'objectivation du rapport des jeunes au genre et à la sexualité. Les recherches sur les minorités sexuelles et de genre accordent une place centrale aux questions entourant leur objectivation. Mais ces dernières années, la diffusion de nouvelles identifications minoritaires et la part croissante de personnes déclarant des expériences minoritaires forcent à repenser cette objectivation. C'est ce qu'a fait en particulier l'enquête sur la vie affective des jeunes adultes, dite Envie, qui a été conduite par l'INED en 2023 et sur laquelle s'appuient 2 articles de ce numéro. S'intéressant aux expériences relationnelles des jeunes âgés de 18 à 29 ans, l'enquête Envie renseigne de façon originale les vécus de jeunes en matière de genre et de sexualité. D'une part, comme le précise l'article de Titouan Fantoni Descailleux, l'identification sexuelle est interrogée en proposant de nouvelles modalités. Nicolas en a parlé. Ces nouvelles modalités comme la pansexualité ou l'asexualité, L''asexualité. D'autre part, comme l'explique l'article de Mathieu Trashman, plusieurs questions portent sur le genre des enquêtés et permettent de distinguer les personnes cis des personnes trans et des personnes non binaires. Il est ainsi possible de s'intéresser pour la première fois en France à la spécificité de certaines expériences juvéniles qui, bien que minoritaires, concernent un nombre non négligeable de jeunes. Pour objectiver ces expériences minoritaires, l'article de Mathieu Trashman mobilise exclusivement des matériaux quantitatifs. Ces matériaux quantitatifs sont des outils d'objectivation essentiels. Mais les matériaux qualitatifs s'avèrent aussi éclairants pour saisir dans leur complexité des processus et des événements dont les contours varient fortement, que ce soit dans le temps ou entre individus, comme c'est le cas des identifications de genre et de sexualité. 3 articles du dossier mobilisent exclusivement des matériaux qualitatifs. C'est le cas de l'article de Claire Monod sur la sexualité des jeunes trans, qui repose sur un terrain où les enquêtés ont été rencontrés 2 fois à quelques mois d'intervalle. C'est aussi le cas de l'article d'Axel Ravier sur les masculinités gays en milieu populaire, qui s'appuie sur une ethnographie et une série d'entretiens.
Et enfin, c'est le cas de l'article de Nicolas Salé et de Zéo Richer sur le parcours d'un jeune garçon trans qui se concentre sur un cas singulier pour en expliciter les ressorts généraux. Incarnant le croisement des méthodes, l'article de Titouan Fantoni-Descailleux mobilise alternativement des matériaux quantitatifs et qualitatifs pour s'intéresser à l'entrée dans la sexualité des minorités sexuelles. D'une part, les données de l'enquête en ville lui permettent de nuancer l'idée selon laquelle les minorités sexuelles entreraient précocement dans la sexualité. D'autre part, en s'appuyant sur une série d'entretiens, l'auteurice montre que les écarts entre les minorités sexuelles et la population majoritaire relèvent aussi des significations différenciées que les individus accordent à la sexualité. En effet, la minorisation favorise chez les jeunes qui en font l'expérience des formes de réflexivité sexuelle qui les amènent à plus facilement considérer comme première fois des pratiques sexuelles qui ne sont pas pénogénitales. Je vais maintenant m'intéresser à la façon dont les articles de ce numéro alimentent les savoirs sur les minorités de genre qui, comme je vous le disais, sont relativement récents en France par rapport aux recherches qui se développent dans d'autres pays. Tout d'abord, l'article de Nicolas Salé et de Zéo Richer traite de la transition de genre des mineurs. Depuis les années 2010, l'ouverture des possibles des jeunes trans est bien réelle, mais demeure structurée par la transnormativité, c'est-à-dire par une conception binaire et hétéronormée de la transidentité. L'article présente la trajectoire de Loïs, l'une des premières personnes mineures à avoir bénéficié en France d'un accompagnement dans sa transition médicale de genre. Jeune blanc, issu des classes moyennes supérieures et soutenu par ses parents, il correspond au profil attendu par les institutions. Enfant et adolescent, il investit un rapport hétéronormé à la masculinité, mais à l'orée de l'âge adulte, il renégocie son rapport au genre, assume une masculinité soft et une identification bisexuelle ou pansexuelle. L'article invite ainsi à penser le rapport au genre comme un processus dynamique, façonné par les rapports sociaux d'âge, de classe, de genre et de race, et rend compte des marges de manœuvre porteuses d'autres possibles. Ces autres possibles sont au cœur de l'article de Mathieu Trachman sur les jeunes non-binaires. Son travail ne se contente pas de dresser un portrait inédit de la jeunesse non-binaire en France, il montre aussi que la non-binarité découle des contraintes et des violences associées à l'ordre du genre. En effet, la non-binarité concerne majoritairement des personnes assignées filles à la naissance, et c'est d'abord l'assignation au féminin, qui est à la fois plus surveillée et plus contrainte, qui est alors refusée. L'article souligne aussi l'ampleur des fragilités sociales associées à la non-binarité et montre que ces trajectoires précaires sont étroitement liées à un état de santé dégradé et à une surexposition aux violences sexuelles. La fluidité ou le retrait du genre apparaissent alors comme des manières de se protéger et de résister à une sexualité normative perçue comme dangereuse. La non-binarité constitue ainsi une manière de déshabiter le genre, de remettre en cause son évidence et d'ouvrir d'autres possibles intimes. Enfin, l'article de Claire Monod s'intéresse à un aspect encore peu étudié de l'intimité des personnes trans, les relations sexuelles et conjugales entre trans. Son article s'intéresse plus précisément au label T4T, Trans for Trans, qui, sur les sites de rencontres, permet aux trans d'exprimer leurs préférences pour des relations avec d'autres personnes trans. Ce label est un outil de protection pour contourner les discriminations et les violences dans les relations avec des partenaires cis et pour partager une expérience commune. Mais l'article révèle que ces entre-soi sont travaillés par d'autres rapports sociaux. L'usage revendiqué de ce label est surtout le fait de jeunes transmasculins blancs, diplômés et politisés, qui souhaitent se distinguer des masculinités cis et des masculinités trans, plus populaires et moins militantes. Derrière ce refuge se dessine donc une homogamie transmasculine blanche qui invisibilise les expériences des personnes transféminines et des personnes racisées. L'article montre ainsi que des entre-soi protecteurs peuvent reconduire des hiérarchies de classe, de race et de genre. Pour finir, j'en arrive au troisième et dernier point qui revient sur la dimension intersectionnelle des analyses développées dans ces articles. Les diverses façons d'objectiver l'ordre du genre dans ce numéro présentent une caractéristique commune. Elles interrogent toutes simultanément le double mouvement de déstabilisation et de production-reproduction de l'ordre du genre
au croisement des rapports sociaux de classe, de race et d'âge. J'ai déjà esquissé cette idée en vous parlant des autres articles, mais je vais maintenant le faire plus directement en revenant sur l'article d'Axel Ravier. Son article interroge l'expérience de l'homosexualité de jeunes hommes, majoritairement racisés, vivant dans des grands ensembles de quartiers populaires. Il montre que ces espaces sont marqués par un ordre viril et hétérosexuel, où l'homosexualité n'est pas niée, mais socialement disqualifiée. Si elle est parfois acceptée, des ajustements quotidiens permettent d'éviter que la question ne se pose. Ces ajustements passent par des façades de conformité, une apparence virile, un registre langagier hétérocentré ou un investissement sportif. Pour ces hommes, les espaces gays parisiens ne sont pas pour autant des refuges. D'autres normes s'y imposent, fondées sur la visibilité homosexuelle, le coming out et des hiérarchies esthétiques et raciales. Dans ces espaces gays parisiens, les hommes racisés sont souvent fétichisés ou marginalisés face à d'autres normes dominantes. L'article met ainsi en lumière la construction de masculinité gay populaire prise entre deux mondes. Cette position d'entre-deux révèle que l'homosexualité dans les grands ensembles de quartiers populaires n'est ni invisible ni uniformément rejetée, mais régulée par des codes implicites qui combinent connaissance, disqualification et ajustement permanent. Les articles de ce numéro interrogent ainsi de plusieurs façons le rôle des corps dans le déploiement, l'expression et l'affirmation des expériences minoritaires. Ce travail avec et sur le corps prend sens dans des contextes spécifiques marqués par les rapports sociaux de genre, de classe, de race et d'âge qui dessinent les contours de l'ordre du genre. Si cet ordre paraît partiellement déstabilisé à l'aune des nouvelles manières de relationner, d'entrer dans la sexualité, d'habiter ou de déshabiter le genre, il continue à produire ces violences, ces hiérarchies et ces assignations. Mais c'est bien par et à travers les corps que ces tensions se matérialisent. À travers les corps trans, qui doivent passer par des protocoles médicaux et familiaux pour être reconnus, à travers les corps non-binaires, pris entre les violences de leur assignation passée au féminin et les fragilités de leurs conditions minoritaires, à travers les corps transmasculins qui, dans l'intimité du T40, reconduisent parfois les hiérarchies genrées et raciales, à travers les corps de jeunes hommes racisés qui ajustent leur comportement entre l'ordre viril de certains quartiers populaires et les normes esthétiques des espaces gays parisiens, et enfin à travers les corps minoritaires qui, au moment des premières fois, déplacent le centre de gravité de la sexualité au-delà du rapport pénogénital. On laisse maintenant la parole aux trois collègues qui ont accepté de discuter les articles. On va commencer par une première lecture. Merci beaucoup Tania, merci beaucoup Nicolas. On va commencer d'abord par Miral Rad, dont tu es chercheuse associée au Centre de recherche de l'Institut de démographie de Paris, le CRIDUP. Et tes travaux à toi résonnent un petit peu avec ce dossier puisque ils portent sur la santé des personnes LGBTQI+, et notamment sur les pratiques médicales, et tu as fait ta thèse sur les personnes intersexes. Donc voilà, c'est à ce titre-là qu'on t'a invité aussi pour avoir ta lecture de tous ces articles au regard de tes travaux. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et pour votre présence et pour cette introduction très complète et qui déjà donne des repères et puis quelques idées aussi sans doute qui vont aussi revenir dans la discussion. L'ensemble, bon voilà, c'est une tâche un peu difficile parce qu'il y a plein d'articles et qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc j'ai essayé un peu de tirer quelques éléments qui m'ont paru particulièrement intéressants et transversaux. Sinon à l'ensemble des articles au moins qui font des liens entre eux et qui donnent une image, une idée des travaux qui se font sur le sujet actuellement. D'abord, j'avais envie de commencer par dire que l'ensemble de ces articles démontrent vraiment d'une manière sociologique très intéressante comment on peut, qu'il faut situer les personnes étudiées, qu'elles soient déjà elles-mêmes minorisées, dans l'espace social plus général et prêter toujours attention à l'intersection des rapports sociaux. Donc non seulement de classe, comme on a aussi plus souvent l'habitude de le faire, mais aussi des rapports sociaux d'âge, de race et de genre, à l'intérieur même des minorités sexuelles et de genre. Et
voilà, c'est une approche, comme l'a dit Tania, intersectionnelle, qui se déploie de différentes manières dans les articles et qui nous montre, pour les minorités sexuelles en particulier, euh, et là je cite aussi les travaux de Patricia Hill Collins qui a travaillé sur l'intersectionnalité et qui a montré en particulier pour le coming out, qui a un exemple mais qui est intéressant, que quand on étudie les différents contextes de coming out, on voit que les coûts associés des différentes personnes dans cette sortie du placard varient selon la race, la classe et le genre, et qu'on doit, en tant que sociologue ou dans d'autres professions, être toujours attentif à ne pas avoir des injonctions, des attentes normatives sur même l'orientation sexuelle, l'identité de genre, qui devrait, par exemple, se déployer selon un schéma linéaire qui passe par le coming out et qui serait comme le signe d'une émancipation ou d'une libération attendue du sujet, parce que ces coûts sont parfois importants et que les parcours sont très diversifiés. Et ces articles montrent aussi cette intersectionnalité à travers des méthodes variées, comme l'a rappelé aussi, l'ont rappelé en introduction, et en particulier, enfin particulièrement important de noter que c'est difficile d'étudier les minorités sexuelles et de genre parce que c'est des populations minoritaires par définition, parfois difficiles d'atteindre, plus difficiles à repérer, à identifier, mais aussi qui demandent, notamment pour les enquêtes qualitatives, d'obtenir un certain nombre de confiance dans la relation d'enquête et que c'est pas évident du coup de convaincre aussi les personnes à donner des entretiens, hein, ou plusieurs entretiens. Et donc ces articles, notamment qualitatifs, démontrent vraiment d'un effort méthodologique particulièrement réussi, avec ces stratégies d'enquête particulièrement intéressantes. Et en partie liées au fait que les enquêtrices appartiennent aussi aux communautés et aux minorités qu'elles étudient. C'est pas anodin en tout cas pour ces enquêtes-là. Pour le volet quantitatif également, dans certains articles, euh, parfois ça paraît évident enfin que dans l'objectivation, les enquêtes stats, etc., on pose des questions sur est-ce que vous identifiez comme homosexuel, bisexuel, trans, etc. Mais en fait, c'est voilà, c'est un effort en amont qui a été fait en particulier pour cette enquête en vie, qui est de réfléchir sur les questions qu'on va poser. Parce on va pas avoir des chiffres sur les personnes non binaires, trans, etc. si on réfléchit pas en amont à comment on pose les questions, quelles questions on pose. Et cela a été fait également avec des associations de personnes concernées, ce qui a aussi permis à ce que, en fait, les enquêtes sociologiques soient ancrées aussi dans la réalité des personnes et la manière dont elles s'identifient sur le terrain, si je peux dire. Beaucoup d'articles se posent, en fait, partent de l'idée de l'identification. Ouais, il y a pratique, mais il y a beaucoup aussi identification et auto-identification de genre, d'orientation sexuelle, de préférence sexuelle, et sont pas centrées uniquement sur les pratiques sexuelles, comme on peut beaucoup voir dans l'histoire des travaux sur l'homosexualité ou les minorités sexuelles, sur les pratiques. Et c'est vraiment mettre au centre en fait l'idée de l'autodétermination des personnes et de s'intéresser à la manière dont elles se définissent elles-mêmes et pas seulement aux pratiques ou comment la société les assigne à des rôles. Ça pose évidemment tout un ensemble de questions méthodologiques parce que l'identification, et on le voit aussi dans certains articles, elle n'est pas toujours accessible à tout le monde de la même manière. Donc il y a des effets aussi de classe, de race, d'âge, etc. sur le fait de se dire non binaire, de se dire trans, de se dire pansexuel, mais aussi, j'ai vu ça dans mes travaux sur les personnes intersexes. Se dire intersexe, c'est déjà avoir accès à un certain nombre de connaissances sur le fait que cette catégorie existe, que c'est légitime, que malgré le fait qu'elle soit stigmatisée, on peut s'identifier comme minorité sexuelle et que cela, voilà, comme je l'ai dit, ça a un certain coût. Donc,
c'est un peu des questions que je me suis posées sur les questions méthodologiques. Et juste pour finir sur cet aspect-là, de insister sur le fait que les résultats illustrent la manière dont en fait les données sur les minorités sexuelles et de genre sont pas seulement liées à le manque de données plutôt n'est pas juste le résultat d'une invisibilisation sociale, politique, mais en fait c'est vraiment le résultat d'une production de l'ignorance, une production scientifique de l'ignorance sur ces personnes, et qui est liée aussi à la sociologie des sociologues, c'est-à-dire qui fait de la sociologie et comment. Donc voilà, je vais aussi revenir sur quelques aspects en donnant aussi quelques exemples des articles qui m'ont paru particulièrement saillants. D'abord, c'est beaucoup autour des normes de genre que je me suis intéressée et on voit que quand on est en dehors des attentes normatives du genre, comme beaucoup de gens dans ces enquêtes-là, on est contraint, amené souvent à fabriquer un récit sur son identité. Et pour avoir accès à des droits ou avoir accès à la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est minoritaire, on est souvent soumis à des logiques de justification de son parcours, de son identité, de sa sexualité, et parfois face à des soupçons, face à des demandes de prouver en fait qu'on est légitime, on doit se justifier et fabriquer un récit sur son histoire personnelle, son récit de comment je suis devenue homosexuel, bisexuel, trans, etc., et que ces demandes de récit déjà personnel c'est pas quelque chose qui est fait à l'ensemble majoritaire de la population. Donc, ça devrait nous interroger. Dans l'article notamment de Fantoni de Calieu, on montre que la réflexivité sur les parcours sexuels des minorités développe une sorte de sens critique des catégories de la sexualité. Aussi dans l'article de Nicolas Salé de Richer, on voit que l'enfant trans doit fabriquer un récit sur depuis quand je me sens un garçon, etc. De ce récit-là pour prouver et à ses parents et à l'institution médicale qu'on est légitime à avoir accès à des droits, accès à des traitements hormonaux, etc. C'est également présent dans l'article de Axel Ravier, qui montre qu'il y a des stratégies pour obtenir la crédibilité pour des jeunes gays des quartiers populaires, et que cette crédibilité passe par le récit sur soi. Et c'est également vrai dans mes travaux sur les personnes intersexes, qui sont en fait constamment scrutées, notamment par les médecins, pour dire est-ce que vous êtes vraiment une fille, vraiment un garçon, et de devoir le prouver, comme s'il y aurait un soupçon ou un doute permanent sur notre identité qu'on devrait prouver. Ça participe plus globalement de ce qu'on peut appeler, bon là c'est appelé ordre du genre, mais plus concrètement aussi une forme de police du genre du sexe aussi et de la sexualité, qui est aussi un système d'interpellation. La police, ça interpelle, ça veut dire ça demande aux individus de se justifier. Ça peut être évidemment par les pairs, par les parents, l'institution familiale ou l'institution médicale qui interpelle les individus pour avoir accès à des droits. Alors cette police, c'est pas forcément beaucoup travaillé dans la plupart des articles, mais elle est profondément liée aussi à la domination adulte. On parle des jeunes, ça n'a pas forcément été précisé, mais dans les articles, il y a à la fois de très jeunes, des mineurs, enfants et adolescents, mais il y a aussi des jeunes majeurs de la vingtaine notamment. Mais la domination adulte des institutions sociales est extrêmement importante pour cette police du genre et le contrôle de la sexualité, du genre et du sexe des jeunes. C'est une période, ça a été dit aussi, de beaucoup de contraintes et de surveillance où les normes sont inculquées et renforcées. Et l'article notamment de Nicolas Salé et d'Ezéo Richer montre qu'il y a un rôle déterminant des parents dans le parcours donc, de cet enfant trans et aussi de la médecine. C'est-à-dire que les démarches de transition de genre sont soumises d'abord à l'autorité parentale et l'autorisation médicale.
et que l'enfant doit négocier en permanence avec ses parents et avec des médecins pour pouvoir non seulement transitionner, mais même acheter des vêtements de garçon, se couper les cheveux, etc. Donc, cette domination adulte sur le genre, de devoir imposer à l'enfant une manière d'être, une expression de genre normative, est extrêmement important pour moi à prendre en compte et à ne pas mettre de côté. Ce que également pour la question intersexe est extrêmement présente parce que pour notamment les opérations, les mutilations génitales sur les personnes intersexes, c'est d'abord parce qu'il y a une domination des adultes, qui soient les parents des enfants et les médecins, la domination médicale en plus, qui autorise en fait ces interventions médicales sur les enfants. Face à cela, face à cette police aussi du genre, on voit que la jeunesse est aussi une période d'ajustement face à cette police de réponse, mais aussi d'expérimentation. Notamment l'article sur la première fois qui montre qu'il y a une diversification des pratiques sexuelles et sensuelles, mais aussi c'est une période aussi de secret. Et ces ajustements sociaux passent aussi par le fait de devoir négocier, mais aussi cacher certaines choses. L'article d'Axel Rabier part d'une logique de façade, donc on doit aussi parfois avoir une sorte de façade à l'extérieur qui ne montre pas tout à fait qui on est ou ce qu'on désire d'être, pour se protéger ou pour pour d'autres raisons. Progressivement, avec l'âge notamment, on voit que ces jeunes ont accès à des formes d'autonomisation vis-à-vis de ces institutions familiales, médicales, scolaires et autres. On le voit pour les personnes transmasculines étudiées par l'article de Claire Monod. On voit aussi que Loïs, l'enfant trans dans l'article sur ce parcours, montre qu'avec l'indépendance en fait du milieu familial, il quitte à un moment donné le foyer familial, il est plus mineur, il a plus besoin de ses parents ou des médecins pour autoriser la transition. C'est là où en fait il y a une forme de renforcement de l'autodétermination des personnes qui peuvent non pas seulement répondre et s'ajuster aux demandes et aux attentes de ces institutions-là, mais peuvent plus facilement décider de leur propre identité, de leur propre sexualité et leur expression de genre. C'est des aspects qui sont aussi de plus en plus créatifs et libérateurs, mais il faut pas oublier qu'elles ont un coût important, notamment en termes de santé physique et psychologique dégradée et de surexposition à des violences. Comme ça a été rappelé, et notamment dans l'article de Mathieu Trachman sur les personnes non binaires, on voit que plus de la moitié de ces jeunes sont en détresse psychologique. Et c'est des résultats inquiétants qu'on retrouve aussi dans les enquêtes aussi auxquelles j'ai participé sur les personnes intersexes, et qui a vraiment des taux très très importants de dégradation de santé psychologique et de exposition à des violences. Et donc à la fois on a envie de dire c'est des l'expression d'émancipation, de nouvelles identités, de nouvelles pratiques, etc. Mais faut pas oublier que c'est toujours, en tout cas pour beaucoup, avec des coûts que ça soit de cette police du genre, de ces institutions qui produisent en fait des violences que même après des périodes d'autonomisation relative, euh, ces violences en fait s'ancrent à long terme chez les individus et produisent des effets sur leur santé mentale et physique aussi. Un autre point, je sais plus combien de temps il me reste, pas beaucoup. Appartenir à des groupes minorisés n'extrait pas totalement des normes sociales qui sont intériorisées et contraignantes aussi pour le genre. Donc, c'est pas forcément nouveau, mais c'est illustré de manière, je trouve, très intéressante dans ces articles. C'est parce qu'on voit à la fois comment les individus doivent s'ajuster par rapport aux normes sociales hégémoniques et face aux normes internes de ces minorités. Depuis aussi les travaux de Michel Foucault et d'autres, on sait que le pouvoir et les normes traversent
tout le monde, qu'on peut pas s'en extraire, même quand on se crée des groupes ou des minorités ou des communautés à part du groupe majoritaire. Et on voit qu'il y a aussi des logiques de normativité à l'intérieur des minorités sexuelles et de genre, qu'on a appelé parfois normativité queer, transnormativité, et aussi des questions de distinction, notamment de classe, à l'intérieur des groupes minorisés. Donc l'article d'Axel Ravier notamment montre que euh, en fait, il y a un besoin de jouer de la respectabilité à l'intérieur de ses propres groupes. Et je cite, il dit la masculinité conventionnelle pour les hommes gays. Il faut jouer de la masculinité conventionnelle qui inclut discrétion, virilité, apparence normale et rejet de l'efféminement. Et dans l'article de Mathieu Trashman, il montre que les non-binaires veulent se défaire des normes ou des rapports de genre, mais ils doivent quand même continuer à les subir et à jouer avec le genre et à s'identifier, à se situer quand même à l'intérieur du système du genre. Je pourrais aussi donner d'autres exemples. On voit pour l'article de Claire Monod sur les les personnes transmasculines qui ont des relations intimes et sexuelles avec d'autres personnes transmasculines, c'est qu'il y a à l'intérieur de cette communauté aussi des normes de qu'est-ce qui serait une expression de genre et une identité, une sexualité acceptable. Et ces normes, on le sait, donc passent en grande partie par le corps. Ça aussi, ça a été rappelé. Et on ne devrait pas aussi oublier, je pense, que quand on étudie les identités et les identifications, parce qu'on passe beaucoup par le discours quand on fait des entretiens, on recueille beaucoup de discours et donc aussi beaucoup de récits sur soi, sur la question comment on s'identifie, comment on raconte sa vie, son histoire, etc. Mais comment est-ce qu'on va concevoir et percevoir et analyser aussi le rôle du corps à l'intérieur de ces expériences-là me paraît extrêmement importante. On le voit notamment à travers l'importance du passing. Euh, je ne sais pas s'il faut rappeler ou je ne sais pas si j'ai une définition sous la main du passing, mais en tous les cas, c'est l'idée que, notamment pour on veut passer inaperçu, ou en tout cas éviter aussi des rappels à l'ordre et certaines violences, il y a, ou pour d'autres raisons, des personnes peuvent vouloir passer pour que ça soit hétérosexuel ou passer pour une catégorie auquel ils ont envie d'y s'identifier. Et pour passer pour hétérosexuel, passer pour une personne cis, etc. Ça implique beaucoup le corps, c'est-à-dire comment on va s'habiller, comment on va marcher, comment est-ce qu'on va travailler son corps, et sa manière de parler, sa manière de marcher, etc. Et l'article de Axel Ravier sur la virilité acceptable chez les gays montre aussi qu'il y a un enjeu du passing et du corps qui est extrêmement important. C'est-à-dire que si on travaille, si on fait beaucoup de sport, etc., et qu'on a un corps plus musclé, ça va être dans certains milieux, dans certains contextes, plus acceptable d'être gay avec ce genre de corps-là. Ça apparaît aussi dans d'autres articles, mais on voit que la question aussi chez les personnes trans, notamment dans l'article sur l'enfant trans, qui dit que pour être en tant que mineur aussi, pour aussi dans sa construction de personne trans masculine, il fait beaucoup de sport et il fait tout un travail pour montrer une masculinité, on pourrait dire hégémonique ou en tout cas acceptable dans son milieu social au départ et qui va aussi le légitimer son parcours en fait qui va changer par la suite. J'ai pas eu le petit papier. En tout cas, il me paraît intéressant de voir que c'est l'ambiguïté, aussi la confusion de sexe et de genre qui dérange, et pas forcément l'homosexualité ou la transidentité. Enfin, parfois oui, mais c'est qu'en fait, j'ai vu aussi dans mes travaux sur la personne intersexe, ce qui est dans l'ordre du genre le plus perturbant,
c'est de sortir des catégories, d'avoir un doute ou un trouble sur ces catégories-là. Alors quand les parents, les médecins disent ok c'est une fille, c'est un garçon, c'est déjà rassurant, même si ça correspond pas forcément au sexe qui a été assigné. Mais ça a quelque chose de rassurant. Donc c'est l'ambiguïté qui trouble le plus. En tout cas, voilà, je voulais peut-être juste conclure sur l'importance de l'agentivité qui ressort aussi de ces articles-là, l'agentivité de ces jeunes LGBT qui a presque un potentiel révolutionnaire, j'ai envie de dire, ou en tout cas subversif, sans oublier évidemment les contraintes et les violences qu'elles continuent à subir, mais qui continuent quand même à, à montrer le dynamisme du genre et de la sexualité, qui est pas propre à la jeunesse, évidemment. Et ce dynamisme existe dans tous les âges, mais la jeunesse est un terreau particulièrement fertile pour ce dynamisme du genre qui renouvelle nos approches. Merci beaucoup, Général. On va, sans plus attendre, laisser la parole maintenant à Claire Vandenbrich. Tu es coordinatrice de Trajectoire Jeunes Trans Association qui a été fondée par Accept SP, Espace Santé Trans, France. Mais tu mènes aussi des travaux sur les déterminants du coming out. Et donc c'est avec cette double casquette qu'on t'a invité à apporter ta lecture à toi sur ce dossier. À toi, Claire. Merci beaucoup. Oui, je vais parler de Farouk. Donc, je suis très heureuse d'avoir été invitée dans cet échange, notamment ici à l'INED, où j'ai eu l'occasion de travailler durant 2 ans dans l'unité de recherche et de démographie économique. Donc, comme tu l'as dit, je suis coordinatrice associative de la plateforme Trajectoire Jeunes Trans, qu'on appelle également TJT. Donc, TJT, c'est une plateforme d'information et d'orientation pour les jeunes trans, leurs familles et leurs soignants en Île-de-France. Elle coordonne tous les acteurs de santé d'Île-de-France impliqués dans l'accompagnement des jeunes trans. Il peut s'agir d'acteurs hospitaliers, et c'est principalement dans ce cas la PHP, et plus particulièrement l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, qui est au cœur de la coordination de la plateforme. Il s'agit aussi d'acteurs associatifs, et les 3 associations parisiennes cofondatrices de la plateforme en 2022 sont Accept SP, Espace Santé France et Outrans sont marqués là. TJT, c'est une plateforme soutenue par l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, la ville de Paris, la Fondation de France et la ville de France. La présence des associations de personnes trans dans les réunions de concertation pluridisciplinaire parisiennes qui ont constitué l'embryon de ce qu'est aujourd'hui TJT date de 2017, 2 ans avant la création de celle-ci, après la création de celle-ci. À l'époque, c'est l'association Out France qui a été invitée, suivie quelques années plus tard par l'Espace Santé France, puis Accept SP. C'est pas une présence qui va de soi, tant le secteur de la psychiatrie trans a conflictualisé son rapport aux associations trans par les violences symboliques qui les indiquent à la tête de la tranche des études, et les violences physiques et psychologiques considérables qu'elles sont engendrées. Paris, il a fallu attendre une nouvelle génération de médecins, et notamment la pédopsychiatre Agnès Condat, pour accepter le dialogue constructif avec Outrance, reconnaître l'expertise des personnes trans sur leur santé et leur légitimité à participer aux décisions médicales les concernant, et ainsi ouvrir la porte des réunions de concertation pluridisciplinaire aux associations de personnes concernées. On partait vraiment de loin, puisque 2 des 3 équipes pédopsychiatriques fondatrices en 2022 et devenues Trajectoire Jeunes Trans, à savoir l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et la Fondation Vallée, sont initialement réunis en 2013 sous l'initiative du Collège Chilan, psychanalyste, philosophe. Les perspectives du Collège Chilan vis-à-vis des jeunes trans, décrites dans des publications analysées notamment par Nicolas Salé et Leda Rayan, sont très claires sur le fait qu'à considérer la transidentité comme un résultat développemental à éviter absolument, et que le traitement proposé visait à réduire les comportements de l'autre genre chez l'enfant. En un mot, elle théorisait, professait et pratiquait les thérapies de conversion anti-trans. Les équipes de la Pitié-Salpêtrière et de la Fondation Vallée elles-mêmes ont été formées au CAMH de Toronto, au Canada, dans l'unité clinique spécialisée dirigée par Kenneth Zucker, peu de temps avant que celle-ci ne soit dissoute suite à l'interdiction par l'Ontario des thérapies de conversion contre les mineurs LGBT en 2015. Donc en commençant la lecture du dossier d'Agora, je me suis donc naturellement penché en premier sur l'article de Nicolas Salé et Léo Richet sur le cas de Loïs, jeune homme trans de 19 ans au moment de l'entretien, qui n'avait que 10 ans lorsqu'il a été reçu dans une consultation spécialisée française en 2013, au tout début de celle-ci. Colette Chilan y apparaît à nouveau. On y apprend qu'elle avait alors jugé nécessaire la prescription de bloqueurs de puberté pour lui, en raison sans doute de ses tendances suicidaires liées au démarrage de la puberté. Il avait déjà été hospitalisé 1 an plus tôt. Pour avoir lu certains écrits de Colette Chilan, cette prise en charge soutenante pour l'affirmation de genre de Loïs, un jeune assigné fille à la naissance qui s'identifiait donc comme garçon, contraste fortement avec ce qu'elle écrivait, tant à propos des adultes que des enfants.
Encore en 2004, elle écrivait à propos d'un enfant trans qu'il court le risque de devenir transsexuel, transvesti ou homosexuel à l'âge adulte, ce qui justifie un plan de traitement psychothérapeutique visant à dévier la trajectoire développementale de l'enfant d'une identité présentée comme inférieure. En somme, une thérapie de conversion. Je vous rappelle aussi que Colette Chilan, c'est celle qui n'hésitait pas à soutenir publiquement en 97 l'année du Pax, et je la cite, avec les propos suivants. Ils, les transsexuels, ont en commun de ne pas se reconnaître comme malades mentaux, ni même comme malades. S'ils consultent un médecin, c'est qu'ils ont besoin de lui pour leur restituer leur vrai corps. Mais ils devront permettre qu'on les nomme patients, car tous souffrent, ils sont même si pathétiques, ils finissent par entraîner les médecins dans un affolement de la boussole du sexe et obtenir d'eux au finish ce qu'ils ont décidé d'obtenir. Votre citation ne dit pas madame ou mademoiselle à qui porte barbe ou moustache. À un niveau plus profond, j'aurais du mal à considérer comme un homme celui qui ne serait pas, virtuellement, capable de me pénétrer, et je n'ai pas peur de me faire piéger dans ma vie privée par un transsexuel F2M, parce que le critère de surpasse, c'est-à-dire le genre d'arrivée, en costume d'Adam, est parlant. Autre citation, la première fois où je fais connaissance de sa femme, je suis surprise de voir arriver une très jolie femme, dont on se demande comment elle a pu épouser cet homme qui n'a l'air ni d'un homme, ni d'une femme, est obèse et n'a aucun charme. Autre citation, j'ai compris que je m'étais laissé piéger par son aspect déconcertant, effrayant, non pas parce qu'il aurait été une caricature de femme, un travaux sans talent, il n'était rien, ni homme, ni femme. Allez, encore deux autres. Il n'est pas question qu'un transsexuel mâle biologique soit féministe. Il ne peut que se conformer d'une manière caricaturale aux stéréotypes sociaux pour se faire reconnaître comme femme, et vice-versa. Le discours des transsexuels interrogés sur ce qu'est la masculinité ou la féminité est remarquablement pauvre et conformiste. Et enfin, il n'y a aucun équivalent parmi eux, les transsexuels F2M, de cette faune constituée par certains transsexuels N2F, faune si étrange qu'elle donne du recul aux autres consultants transsexuels dans la salle d'attente. En particulier, on ne trouve pas parmi eux des prostituées ou très rarement des personnes vivant uniquement de subsides sociaux. Je vais arrêter là les citations, mais vous captez l'essentiel, celle d'une haine transphobe déchaînée, particulièrement ciblée contre les femmes trans. Les hommes trans, eux, du moins ceux qui passent le filtre de ses propres désirs sexuels, ont reçu le seul droit d'être correctement genrés, c'est-à-dire au masculin, et à être appelés des hommes. Pour en revenir à nos jeunes, on peut se demander ce qui a pu faire changer Colette Chilan à ce point ses perspectives sur leur clinique moins de 10 ans plus tard. On peut se demander ce qui se serait passé si Loïs avait été une fille trans et non un garçon trans. Je voulais dire qu'en 2013, Colette Chilan a une attitude qui penche vers l'affirmation de certains de ces jeunes face à l'évidence clinique. Il est nécessaire, ce sont ces mots, traités par les bloqueurs de puberté. En parallèle de cet accompagnement plutôt soutenant, l'article de Salé et Richer témoigne d'un climat psychiatrique en France lourdement pathologisant et sexualisant vis-à-vis des enfants trans qui perturbe malheureusement encore aujourd'hui à la faveur d'un renforcement récent de la transphobie psychanalytique. Je cite l'article. Loïs a 10 ans lorsqu'il est pour la première fois reçu à l'initiative de ses parents dans ce dispositif. Ce n'est cependant pas son premier passage à l'hôpital. Un an auparavant, il avait été hospitalisé pour dépression dans l'hôpital de sa ville. Il se souvient y avoir rencontré des psychiatres très problématiques, ce sont ces mots, qui l'ont spontanément renvoyé à son homosexualité supposée, au désir inconscient de sa mère ou l'absence de son père. Je cite Loïs. Des psychiatres m'ont demandé de me mettre tout nu, m'ont demandé si j'étais homosexuel, des psychiatres jeunes en plus. Pour eux, c'était homosexualité, troubles psychologiques ou espèce de psychanalyse à deux balles. Fin de citation. Encore aujourd'hui, de nombreux parents d'enfants trans, souvent des mères, se voient rendus coupables de la transidentité de leur enfant. Comme Chilan auparavant, il s'agit pour les psychiatres de les remobiliser face à une non-conformité de genre qu'ils n'auraient pas assez combattue. Ce qui reste aujourd'hui dans de nombreux hôpitaux psychiatriques et de CMP français, c'est la volonté doctrinale de supprimer la transidentité de l'enfant, au sens strict d'abord. Il s'agit de rendre ces enfants cisgenres, mais aussi dans la profondeur du diagnostic. Il s'agit de leur affubler n'importe quel autre diagnostic dont la transidentité ne serait au fond qu'un simple masque. Ici l'homosexualité, ailleurs l'autisme, encore ailleurs le syndrome d'angoisse de sexuation pubertaire. Pour les transphobes, les choses sont simples. Un enfant trans, ça n'existe jamais. Et on ne peut pas dire de l'accompagnement de Loïs qu'il fut réellement affirmateur de genre. Aujourd'hui, les auteurs de l'article le qualifient de transnormatif, c'est-à-dire une approche qui ne nie pas la possibilité d'existence trans, dès lors qu'elle se rapproche le plus possible des existences cis, binaires et hétérosexuels. Il était donc attendu de Loïs qu'il se comporte en garçon, qu'il développe des manières viriles et qu'il soit attiré par les filles. C'est ce qu'il fera jusqu'à l'âge adulte, où son émancipation d'une influence parentale jugée paradoxalement très homophobe lui permettra de cheminer jusqu'à accepter pour lui
une masculinité et une hétérosexualité moins marquées. L'article de Matthew Trashman, Manière de déshabiter le genre, analyse les jeunes non-binaires en interrogeant le sens social et subjectif de la non-binarité dans un dossier consacré à la manière dont les jeunes remettent en question l'ordre du genre. L'article de Claire Monod, des usages transmasculins de type orsi, étudie le modèle trans comme une pratique ambivalente à la fois refuge relationnel et forme de distinction au sein des sociabilités transmasculines. J'ai trouvé intéressant leurs approches différentes sur la définition même de ce qu'est une personne trans. Pour Trashman, je cite Trashman, les personnes trans sont des individus assignés hommes à la naissance qui s'identifient comme des femmes et les individus assignés femmes qui s'identifient comme hommes. D'autres personnes ne se considèrent ni comme hommes ni comme femmes et s'identifient comme agenres ou non-binaires par exemple. Ici, l'accent est mis sur l'identification de genre, qui est porteuse de sens. Monod, en revanche, reprend la définition de Joao Gabriel et selon ce dernier, je le cite Joao, le vécu trans se caractérise par l'expérience de la transition ou des barrières entravant le fait d'être trans, qui expose à une transphobie structurelle, désignant l'ensemble des dispositifs légaux et médicaux contraignants, une marginalisation économique en plus d'une stigmatisation répandue dans la société. Ici, pour résumer, une personne trans est une personne qui subit la transphobie. C'est cette dernière qui définit le sujet trans. Les deux définitions sont légitimes, sont toutes deux transféministes, mais ne viennent pas des mêmes traditions et ne portent pas les mêmes effets. Celle de Monod rejoint les transféministes matérialistes. Être trans, ce serait d'abord être engagé dans une trajectoire sociale et corporelle de passage d'un sexe à un autre, dans une société où les sexes sont des positions sociales hiérarchisées. Cette position s'inscrit dans le féminisme matérialisme français. Les catégories hommes et femmes ne sont pas de simples catégories naturelles, mais des classes de sexe produites par des rapports sociaux patriarcaux. Point de vue matérialiste, notamment partagé par la philosophe Pauline Fleurette, critique les approches qui fondent la transitude sur un pur ressenti, parce qu'elles risquent de rendre les réalités trans moins tangibles et d'occulter leur dimension concrète, le corps, l'accès aux soins, les discriminations, les contraintes administratives, les traitements sociaux, l'exposition aux cis-sexes. Je vais ici défendre le point de vue opposé, partagé par beaucoup d'associations de personnes trans, qui est celui d'un transféminisme juridique centré sur l'autodétermination. Le principe de l'autodétermination, tel que défini par TJP, c'est que toute personne est seule à pouvoir définir son identité de genre. L'identité de genre, quant à elle, telle que définie dans les principes de Jacques Larta, c'est l'expérience intime et personnelle du genre faite par chacun, y compris une conscience personnelle du corps, enfin ressenti. Elle peut être complètement masculine ou féminine ou se situer en dehors de la binarité masculin-féminin. L'identité de genre peut être exprimée par l'auto-identification à des termes comme homme, femme, non-binaire, etc. Et une personne trans, pour TJT, c'est alors une personne qui s'identifie à un genre différent de celui qui lui a été assigné à la naissance. Ainsi exposé, effectivement, ces définitions paraissent centrées sur un ressenti. Tout le monde peut se sentir homme ou femme ou autre, et sa modalité de genre, entre cis ou trans, donc l'identité de genre est conforme ou non au sexe assigné à la naissance. Et effectivement, c'est ce ressenti qui est attaqué par les transphobes, qui font des pétitions, par exemple, par « On ne coupe pas les seins de jeunes femmes sur des ressentis ». Le titre de la pétition. Mais il ne faudrait pas supposer la puissance critique de cette définition, car c'est précisément du terme d'assignation de sexe à la naissance que celle-ci loge la racine de la transphobie et de toute la violence patriarcale qui y est liée. On ne naît pas homme ou femme, on y est assigné, on y est élevé par le corps médical, les parents, par l'administration civile, et ce, dès la naissance. Toute déviation de ce sexe d'assignation, qu'elle soit physique comme chez les enfants intersexes, ou psychologique comme chez les enfants trans, sera corrigée physiquement ou psychologiquement. Cette notion d'assignation de sexe, tant détestée par les transphobes, est pourtant reconnue en ce terme tant par le DSM-5 de l'Association américaine de psychiatrie que par l'Organisation mondiale de la santé. Le terme d'identité de genre, lui aussi, est reconnu dans le droit français, notamment en tant que motif de discrimination dans le code pénal. Centré sur cette identité de genre permet donc de soutien d'une protection juridique reconnue à toute personne sous déterminant en France. Aucun psychiatre ne peut s'y opposer, aucun juge, aucun officier d'état civil, aucun procureur, aucun prêtre, aucun parent, ni même, oserais-je dire, aucun sociologue. N'oublions pas non plus qu'une définition transféministe matérialiste oblitère. En définissant la personne trans par l'expérience de la transition ou des barrières entravant le fait de l'entreprendre, on impose aux personnes trans une téléologie de la transition. Or, celle-ci n'est ni caractéristique, ni obligatoire, ni définitive. Que l'on songe aux personnes non-binaires, qui ont significativement moins recours aux transitions que les autres personnes trans, que l'on songe aux personnes trans au placard des pays où la transition est criminalisée, voire menacée de mort, pour qui la transition ne pourra jamais être un objectif, que l'on songe aux personnes ayant transitionné mais qui ne veulent plus être définies par cette transition passée, que l'on songe aux personnes détransitionneuses qui ont déjà vécu une transition plus trans, et l'on voit ainsi tel que ce transféminisme inclut de force ou exclu par objectivation.
Si je devais retenir un seul chiffre de tout ce dossier d'Agora, c'est ce chiffre de 2,2%, la proportion de personnes trans et non-binaires dans la population de jeunes adultes français. À ma connaissance, il s'agit de la première estimation de la proportion de personnes trans dans un échantillon représentatif français, en l'occurrence celui d'Envie 2023, étudié dans l'article de Mathieu Frachman sur les manières de déshabituer le genre. On distingue deux choses. D'une part, il y a 0,5% de personnes trans, d'autre part, il y a 1,2% de personnes non binaires. Les deux se somment à 2,2%. La définition retenue par Frachman revient ici à considérer les personnes non binaires en dehors du terme trans, alors que selon certaines acceptions, les personnes non binaires peuvent être trans, dans la mesure où leur identité de genre diffère de leur sexe d'assignation. Cela a l'avantage de résoudre le problème de légitimité qui empêche certaines personnes non binaires de se revendiquer trans, et cela a aussi l'avantage d'empêcher de qualifier de binaires les personnes trans qui ne sont pas non binaires, ce qui serait à la fois péjoratif pour une minorité des minorités, mais aussi assez peu descriptif. En revanche, cela contrevient au principe d'autodétermination que j'ai détaillé avant. Un fait marquant, c'est que les personnes trans apparaissent beaucoup moins nombreuses que les personnes non binaires. On peut parler qu'il s'agit là d'un phénomène nouveau, tant la non-binarité, stabilisée comme identité de genre, est apparue récemment dans les communautés trans et se reflèterait bien davantage dans les populations jeunes. Alors là, j'avais dit un truc. Je vais passer en papier, parce qu'on dirait qu'il me reste 3 minutes. Donc, je vais passer directement à la conclusion. Quelques mots pour finir. La trajectoire de Loïs oblige à tenir deux idées à la fois. D'un côté, même une approche transnormative a pu ouvrir en 2013 une possibilité vitale pour un enfant trans en détresse. De l'autre, cette possibilité s'est construite dans un monde médical encore marqué par la pathologisation, la sexualisation et le soupçon. Ce que cela dit aux cliniciens aujourd'hui est simple. Il ne suffit pas d'autoriser quelques transitions jugées propres, cohérentes, binaires et rassurantes. Il faut partir de la parole des jeunes, de leur temporalité et de leur droit à ne pas être rendu cisgenre par principe. L'article de Strachman nous donne aussi un chiffre qui devrait peser 2,2% de jeunes adultes trans non-binaires dans une enquête représentative française. Ce chiffre ne dit pas que toutes ces personnes ont les mêmes besoins, ni qu'elles emploient des liens mots, mais il établit un phénomène ancré dans le réel qui ne peut être substitué dans l'amalgame avec les psychopathologies. Les institutions ont déjà affaire à ces jeunes, qu'elles le veuillent ou non, il faut les reconnaître. Cette reconnaissance impose des droits à l'existence, à la protection légale et à la santé. Enfin, Monod, Anthony Descailleux et Ravier permettent de ne pas s'isoler par confiance du reste des sexualités minoritaires. Relation toute sportive, les premières expériences minoritaires, sexuelles minoritaires, les masculinités gay populaires. Tout cela montre que l'ordre du genre se joue aussi dans les relations, les désirs et les manières de se présenter, de se protéger, de se rendre lisible ou non. Pour trajectoire jeune trans, j'en tire une conclusion pratique. Accompagner les jeunes trans n'est pas seulement répondre à une demande de soins, c'est prendre au sérieux les conditions sociales dans lesquelles une vie trans peut devenir vivable, désirable et vraiment autodéterminée. Merci beaucoup, Claire. Désolée de chronométrer et d'essayer, mais on aura le temps après dans les questions que chacune puisse revenir parce que ce que j'avais pas pu dire. Et je vais maintenant laisser la place à Hugo Bouvard, qui est sociologue et historien, maître de conférence à l'Université Paris-Cité, et dont les travaux ont beaucoup porté sur les gays et les lesbiennes en politique et sur les enjeux de représentation des minorités en France et aux États-Unis. À toi. Merci. Je vais essayer de ne pas affoler la boussole de l'horloge. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à lire et à discuter ce très beau numéro. J'ai vraiment beaucoup appris en le lisant. Alors, vraiment très rapidement, tu l'as dit, mais je pense que ma lecture elle a été influencée par ces deux casquettes que j'ai. D'une part, la casquette plutôt du politiste qui a fait sur les mobilisations des minorités sexuelles depuis les années 1960 et sur les trajectoires et les pratiques d'hommes et de femmes politiques ouvertement gays et lesbiennes. Puis d'autre part, une casquette peut-être plus récente de socio-historien qui travaille sur les pratiques de rencontre des minorités sexuelles à travers l'étude des petites annonces publiées dans les journaux gays et lesbiens dans les années 70 et 80. Vous allez voir en quoi ça fait écho. Deux articles du dossier sur lesquels je me suis concentré parce qu'il y a plein de choses à commenter, mais voilà, j'ai choisi de me concentrer sur deux articles. Celui d'Axel Ravier qui porte donc sur maintenant on commence à le savoir, sur de jeunes hommes gays dans des quartiers populaires et pour la plupart racisés, et puis l'article de Claire Monod qui porte sur les pratiques psychoactives, donc on a dit le fait pour une personne trans de préférer relationner avec une autre personne trans. Et je vais essayer de tirer aussi des fils, outre les fils scientifiques, mais peut-être aussi des fils politiques, parce que c'est une conférence débat, et donc j'espère bien que dans la partie débat, il y aura des oppositions. Comme il y en a déjà eu. Alors, c'était super. La première chose qui m'a marqué,
c'est le degré, mais Michal l'a rappelé tout à l'heure, le degré important de sens critique, de réflexivité, donc une preuve parce que tous les jeunes enquêtés interrogés dans ces différents articles, cette réflexivité, elle me semble en partie liée à la condition minoritaire qui, on le sait, amène souvent à interroger la norme qui minorise, donc ici ce serait la norme hétérosexuelle et justice, et parfois à remettre en cause d'autres normes de genre, de race, de classe. Et donc, on peut penser par exemple à toutes les trajectoires de jeunes hommes, de jeunes femmes, souvent blancs, de classe moyenne et supérieure, qui dans les années 1970, au contact du mouvement de libération gay et du mouvement féministe, en sont venus à déconstruire et à critiquer tout un éventail d'autres normes qualifiées de bourgeoises et issues de leur milieu social d'origine, la norme du mariage, la norme monogame, la norme du travail salarié, etc., etc. Mais cette politisation, elle est bien sûr pas du tout automatique et je reviendrai sur ce point plus tard. Cette réflexivité que je mentionnais, elle se manifeste outre dans les propos tenus en entretien avec les sociologues, dans les stratégies d'adaptation mises en œuvre face aux nombreux rappels à cette norme cis et à cette norme hétérosexuelle. Et il me semble que vraiment les articles ils décrivent très bien toutes ces stratégies et que les auteurs autrices nomment tantôt bricolage, tantôt négociation, tantôt ajustement, tantôt marge de manœuvre. Il y a une certaine diversité lexicale pour désigner ces stratégies d'adaptation. Alors pour les jeunes gays racisés de milieu populaire dans l'article d'Axel Ravier, ça signifie, on l'a dit, j'espère ne pas trop répéter, le maintien d'une façade hétérosexuelle de leur père, PIRS, à travers la reprise et l'intégration des codes virils du quartier, je cite, par exemple dans les pratiques sportives, mais aussi des stratégies, je cite, de discrétion, de retrait ou de silence, voire de pudeur vis-à-vis de leur homosexualité. Concrètement, cela implique de dissimuler activement l'orientation sexuelle minoritaire dans l'espace public de l'activité du quartier populaire et de la garder dans le domaine de l'implicite dans la sphère familiale, donc ne pas en parler spontanément. Alors, ce qui m'a interpellé, moi, au regard de mes recherches, c'est que cette injonction à la pudeur et à la discrétion, je l'ai aussi entendue dans la bouche de nombreux hommes politiques gays, pour la plupart blancs et socialistes, que j'ai interrogés pour mes recherches, et donc qui se situent à un endroit diamétralement opposé, a priori, de l'espace social occupé par les enquêtés d'Axel Ravier. Même les termes pudeur et discrétion qui reviennent donc dans les propos des enquêtés d'Axel Ravier, ce sont les termes exacts employés par l'ancien maire socialiste de Paris, Bertrand Delanoë, au moment de son communiqué télévisé en 1998, lorsqu'il explique, d'ailleurs à ce moment-là, ne plus vouloir s'exprimer sur ce sujet et refuser toute publicisation d'une éventuelle conjugalité. Delanoë et les autres élus gays que j'ai pu rencontrer, eux aussi, ils bricolent, eux aussi, ils négocient avec une norme, en l'occurrence la norme universaliste républicaine qu'ils ont intériorisée, qui leur dit qu'il n'est pas légitime de parler de son homosexualité lorsqu'on a un élu de la République, que ça appartient à la sphère privée. Mais il bricole également avec une autre norme, celle qui est héritée des mouvements des minorités sexuelles et qui enjoint les gays et les lesbiennes au coming out, on l'a dit, notamment afin d'incarner un modèle positif pour les jeunes qui vivraient dans la honte. Et dans le cas des enquêtés d'Axel Ravier, cette autre norme, cette seconde norme, elle est en tension dans les ajustements qu'il décrit. En effet, on l'a dit déjà, une certaine forme de visibilité qui est liée au coming out et à l'adoption de codes corporels ou vestimentaires particulier est rejeté par les jeunes gays racisés des quartiers populaires qu'il a rencontrés au motif que cette forme de visibilité est associée donc aux espaces gays parisiens, comme on l'a dit, qui sont jugés, je cite, trop sexualisés ou trop efféminés par ces enquêtés qui font, on l'a rappelé aussi, parfois l'objet de dynamiques de fétichisation. Alors, bien sûr, Axel Ravier fait preuve de beaucoup de nuances dans l'interprétation de ces déclarations et de ces pratiques qu'il qualifie d'ambivalentes, d'entre-deux. Et c'est vrai qu'on peut trop facilement les catégoriser comme relevant du placard, et il montre que c'est plus compliqué que ça, que c'est pas aussi univoque. Il décrit que ces pratiques, je cite, peuvent relever à la fois de la honte, ça c'est le cas, mais aussi de la loyauté familiale, du respect culturel ou encore de la protection face au stigmate racial. Et il me semble qu'il insiste pas mal sur ces derniers points, et donc qu'il interprète beaucoup ces stratégies comme des stratégies de résistance face à la norme gay, blanche et bourgeoise qui enjoint ces hommes au coming out, même si cela signifie une potentialité de rupture familiale et donc d'isolement social. Et alors pourquoi ça m'a intéressé, parce qu'il me semble que on peut se demander comment peuvent être reçues ces types d'analyses produites par le sociologue avec toutes les nuances qu'il faut, mais comment elles peuvent être reçues quand elles sont parfois prises dans d'autres sphères que la sphère académique. Et il me semble que ça fait écho en fait à pas mal de discussions qui ont lieu depuis au moins une dizaine d'années, peut-être plus, dans un certain nombre d'espaces militants de la gauche, d'une part peut-être dans des groupes qui se qualifient de transpédéguines, et d'autre part au sein de la sphère qui se qualifie de décoloniale.
Donc, par exemple, dans des médias comme Parole d'honneur, des personnalités, voilà, dans le débat public comme Oudéa Bouteflika, qui cristallisent un petit peu ça. Mais voilà, l'idée, c'est pas de cristalliser autour de cette personne-là, ni de caricaturer ses positions, hein, qui sont très intéressantes à discuter, mais qui parfois, quand elles sont un peu radicalisées, amènent à considérer que les gays racisés de banlieue ont pour devoir, et c'est là où ça devient normatif, on sort de l'analyse et de la description sociologique, qui auraient pour devoir de prioriser l'appartenance raciale communautaire sur l'appartenance sexuelle, ce qui signifierait renoncer à toute velléité revendicative concernant l'homosexualité. Donc voilà, je me demande quelle peut être la réception du texte d'Axel Ravier dans le cadre de ces débats-là, et je me demandais en lisant son texte, quid des gays racisés qui appartiennent à ces classes populaires et qui ont peut-être fait un coming out conforme aux attentes du milieu gay blanc, mais qui n'en continueraient pas moins de fréquenter les espaces dans lesquels ils ont grandi ou habitent leur famille. Voilà, on n'a pas forcément ce cas de figure, mais on a un aperçu quand même avec un cas sur lequel Axel Ravier finit son article qui est vraiment très intéressant, le cas de Nabil. Je crois qu'on l'a pas encore évoqué précisément. Nabil, c'est un entêté avec Ravier qui se rend à la Pride des banlieues, donc un événement militant gay en banlieue, mais il s'y rend en survêtement et en basket de sport et il réfléchit à sa tenue, pourquoi il s'habille comme ça pour aller à la Pride des banlieues, etc. Et qui donc semble refuser cette assignation à la pudeur et à la discrétion que je décrivais, tout en refusant d'incarner la figure fétichisée de la racaille, c'est comme ça qu'il le dit dans l'article. Donc un numéro d'équilibriste, j'ai envie de dire encore un autre numéro d'équilibriste auquel sont souvent contraints les individus minorisés et peut-être a fortiori ceux qui le sont sur plus d'un axe. Je disais tout à l'heure que la politisation d'une appartenance minoritaire, elle n'est pas automatique. Et Axel Ravier l'écrit, il écrit l'identification intellectuelle n'implique pas mécaniquement une mise à distance de l'ordre du genre. Ça, on l'a bien vu, je pense déjà aujourd'hui. Et ces enquêtés rejettent parfois avec virulence la figure de la folle, du biais efféminé. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les membres d'une minorité qui accèdent à des positions de pouvoir, des positions de pouvoir économique, des positions de pouvoir politique, et qui contestent, voire rejettent souvent ce lien entre appartenance minoritaire et acquisition de dispositions critiques vis-à-vis du monde social, et qui au contraire mettent en œuvre des stratégies de distinction et de respectabilité vis-à-vis des membres de leur groupe minoritaire d'appartenance qui ne partagent pas leurs autres caractéristiques sociales ou qui n'acceptent pas au même type de position de pouvoir. Et ces deux termes de distinction et de respectabilité, vous en avez parlé déjà, on les retrouve dans plusieurs des articles du dossier, notamment dans celui de Claire Monod, qui décrit la manière dont les jeunes hommes blancs trans, bien d'autres capitaux culturels, produisent aussi une masculinité trans respectable. Et cette masculinité trans respectable, pour Claire Monod, elle efface la complicité de ces individus dans la reproduction de l'ordre du genre. Pourquoi? Parce qu'ils mettent à distance les personnes transféminines comme potentiels partenaires sexuels, ce qui est lu comme un signal de transmisogynie. Donc, ils se disent T14, mais en fait, n'envisagent que des partenaires transmasculins comme potentiels partenaires sexuels. Donc, complicité dans la reproduction de l'ordre du genre et complicité dans la reproduction de l'ordre racial en invisibilisant les dynamiques d'altérisation raciale qui peuvent avoir cours dans les relations T14 dans lesquelles ces personnes s'engagent. Et moi, je me demandais quand même dans quelle mesure la signification de ce label T40 n'était pas en partie dépendante des scènes dans lesquelles ce label est utilisé. Parce que c'est vrai qu'en lisant l'article, une critique de l'article qui voilà, mais il me semble que selon que ce label est utilisé dans des espaces militants, féministes, transféministes par exemple, ou qu'il est utilisé sur des applications de rencontres où il y a une majorité de personnes cis, comme par exemple Grindr, une application de rencontre gay, il n'a peut-être pas tout à fait la même signification. Et c'est vrai que l'article au début rappelle que T40 c'est aussi une stratégie de protection, de soins, etc. Mais finalement, après, tout l'article se concentre sur sa dimension normative et sur sa capacité excluante. Et moi, je me demande quand même si ça amène pas à la fin, d'avoir lu l'article, de ne retenir que ça. Alors que je pense que ça dépend vraiment, voilà, des scènes dans lesquelles il est mobilisé. C'est une stratégie de présentation de soi, et comme toutes les stratégies de présentation de soi, elles n'ont pas les mêmes sens en fonction des arènes, des scènes sociales dans lesquelles on les mobilise. Donc, en fait, Claire Monod, il a recruté ses enquêtés par des annonces sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas des gens qui forcément sur leur profil d'application de rencontre mettaient ce label-là T40, c'était pas forcément des gens qui, dans le cadre de leur militantisme féministe ou transféministe,
arrivent dans un lieu et disent bonjour, moi je suis petit petit. Enfin voilà, je caricature un petit peu, mais en fait on ne sait pas exactement quels sont les usages sociaux de ce label. On sait juste que c'est des personnes qui se sont reconnues dans l'appel à participation à l'enquête comme se reconnaissant dans ce label. Donc moi il me semble que ça pourrait être intéressant de creuser en ce sens-là. Et notamment l'usage dans les espaces militants, il est en effet plus facilement rattachable à cette dynamique de distinction. Claire Monod analyse qui est attribuée au fait que la transgression de l'hétéronormativité est valorisée dans certains espaces féministes et lesbiens, dans laquelle la plupart de ces enquêtés semblent avoir été socialisés. Et je trouve qu'une piste de prolongement pour plusieurs des articles du dossier, ce serait justement d'étudier les mécanismes de socialisation militante aux identifications de genre et sexualité qui sont étudiés. Donc moi, je me suis demandé, c'était pas l'objet des articles, donc je ne reproche pas aux auteurs de ne pas avoir fait, mais je me suis demandé par quel processus, dans quels espaces, à la suite de quelle trajectoire revient-on à se définir comme non-binaire ou à revendiquer une conjugalité, une sexualité type or type. Claire Monod, il évoque les réseaux sociaux, mais je pense que ce serait intéressant de pouvoir suivre l'émergence, la circulation, la réception de ces catégories qui sont ensuite prises dans les enquêtes statistiques ou ethnographiques. Et ça implique d'autres protocoles d'enquête et de radicaliser une approche assez constructiviste des identifications de genre et de sexualité qui ne viennent pas simplement ratifier un sentiment intime toujours déjà là, mais qui sont le produit, en fait, d'évolution sociale au niveau macro. Ça, les historiens de l'homosexualité, on pense par exemple à quelqu'un comme John DeMilio, ont montré que l'émergence de l'identité gay au sens contemporain qu'elle a est liée à des transformations du capitalisme productif et surtout des transformations liées à l'urbanisation. Donc on pourrait pousser dans cette piste-là aussi la sociogenèse de ces identifications minoritaires, et puis produit donc de ça et produit d'instances de socialisation concrètes. Les historiens de l'homosexualité ont bien montré que c'est à travers les bars gays, les revues culturistes, les revues homophiles des années 50 et 60 que se diffuse ce vocabulaire et que l'identification à cette nouvelle catégorie gay, lesbienne est possible. C'est pas juste, ça vient pas juste répondre à un sentiment ineffable où on n'a pas de mots. En fait, il y a des formes de conversion, de socialisation à ces identités-là. Et il me semble que ça fait un petit peu écho à l'approche esquissée par Mathieu Trashman dans le dernier article du dossier, dans lequel, Mathieu, tu expliques que l'apparente augmentation numérique des personnes non binaires chez les jeunes ne relève peut-être pas que de l'accroissement de la visibilité de ce label dans cette population, mais également de dynamiques plus proprement sociologiques, et notamment du fait que, je cite, la mise à distance de la féminité est plus tolérée pour les femmes jeunes que la mise à distance de la masculinité pour les hommes, et que cette tolérance diminue avec l'avancée en âge des femmes. Moi, je trouve ça très stimulant comme piste d'explication. Et je finis là-dessus, mais tout ceci, ça a fait écho à un très beau court texte de l'historien queer Hugh Ryan, Ryan R-Y-A-N, si ça vous intéresse, qui est publié en 2023 et qui est en accès libre sur Internet. Alors malheureusement, je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français, donc il est en anglais. Le titre, c'est Who's Afraid of Social Contagion, qui a peur de la contagion sociale ou de l'épidémie sociale. Et en fait, il prend à bras-le-corps l'argument transphobe selon lequel l'accroissement de la visibilité des personnes trans relève d'une dynamique épidémique, d'une forme de contagion sociale. Mais en fait, il refuse la posture défensive qui constitue à dire non, vous inquiétez pas, il n'y a pas plus de personnes trans, c'est juste que c'est plus visible, c'est plus facile de se dire trans. Hugh Bryan, il dit bah oui, il y a de plus en plus de minorités sexuelles et de genre. Non, c'est pas juste un rattrapage de l'invisibilisation du passé. Oui, c'est une bonne chose et on devrait s'en réjouir de cet affolement de la boussole du sexe, pour reprendre le terme de je sais plus qui, Colette Chilot peut-être. Et donc, il dit que il y a eu une première révolution du genre et de la sexualité, c'est celle qui a été analysée par les historiens comme George Chauncey, John DeMilio, donc ce que je vous ai raconté sur l'émergence de l'identité gay. Et bien, il dit qu'il y a une seconde grande révolution du genre et de la sexualité, qui reste encore à totalement mettre au jour, mais qui est lié, selon lui, à l'avènement d'Internet pour les identités pansexuelles, agenres, non-binaires, etc. Donc, depuis les années 90, ça fait quand même un petit moment. Et selon lui, ça a eu le même rôle que l'urbanisation pour l'avènement de l'identité gay, c'est-à-dire que ça n'a pas seulement diffusé ou visibilisé des identités qui seraient préexistantes, mais en fait, ça a contribué à les inventer. Et c'est OK. Et donc, à inventer de nouvelles manières de déshabiter le genre et la sexualité, pour reprendre le beau terme de Mathieu Trashman. Donc, en attendant une traduction de ce texte vers le français, j'invite les gens qui lisent l'anglais à le consulter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les cinq, à toutes les cinq. Et bien, du coup, comme dans toutes les conférences débat, la partie conférence,
donne la place maintenant à la partie débat, à vos questions, réactions, à ouvrir la discussion avec. Alors il y a quelques auteurs autrices dans la salle, mais pas forcément que des auteurs et des autrices. Enfin voilà, chacune est libre, à condition de se présenter, de pouvoir continuer et ouvrir la discussion. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ou des questions? Vas-y, Julie, tu te Moi, présentes. alors moi, je suis donc, Julie Couronné, je suis chargée d'études et de recherche à l'INJEP et je prends le relais après. Et puis, je sais même plus comment le dire. Tellement j'ai pas encore l'habitude de le dire en public, mais j'ai pris la rédaction en chef d'Agora de Laurent de pareil, je tenais quand même à souligner que c'était la dernière de elle pour les différents débats, donc je pense qu'elle en a animé une quarantaine. Donc je peux de collègues, mais sinon, je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions-là. Je travaille sur les questions d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, mais j'avais des questions sur les violences. Vous avez évoqué les violences, mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations, de précision sur de quel type de violence on parle et où est-ce qu'elles sont déclarées au sein de la famille, j'imagine à l'école, au travail. Enfin, est-ce que vous avez des données sur les violences? Merci. On va prendre éventuellement plusieurs réactions, questions. Est-ce qu'il y a d'autres ouvertures ou oui. Bah, peut-être sur les violences, je pense que chacun, vous avez éventuellement des billes. Alors, je regarde Tania, parce qu'elle a beaucoup travaillé aussi sur les violences, pas que dans la coordination du dossier, mais il n'y a pas que Tania qui a des éléments éventuellement. Et puis, peut-être, alors, c'était pas directement dans l'appel à communication, mais en tout cas, c'est pas l'entrée qui a été choisie par les autrices et par les auteurs dans ce dossier que de travailler sur les violences. C'était dans l'appel, ouais. Oui, mais pas, c'était pas un appel Non, sur je comprends, violence, bien sûr. minorité de genre et minorité de sexualité. Contrairement à d'autres dossiers d'ailleurs qui ne portent que sur les violences. Mais dans les parcours, on peut lire entre les lignes des formes de violence vécues par les personnes. Je vous laisse chacun répondre si vous avez. Ben, pour commencer, mais du coup c'est une question large, alors il faudrait pas que je parle trop, mais effectivement, comme le dit Nicolas, on en avait parlé de l'aspect violence que subissent les minorités sexuelles et de genre et que déclarent beaucoup les jeunes dans les enquêtes. On en avait parlé dans l'appel, mais dans mon souvenir, il n'y avait pas eu non plus de proposition qui a pas été retenue qui était centrée sur ça. Par contre, c'est vrai que dans plusieurs articles du numéro, les violences apparaissent. Alors surtout dans l'article de Mathieu Trashman, qui pourra peut-être, comme il est là, il pourra peut-être en parler un peu plus après. Mais ça apparaît aussi un peu, si je me souviens bien, dans l'article de Titouan, par rapport à la définition des premières fois, la prise en compte, comment est-ce qu'on va compter des premières expériences sexuelles qui sont en réalité des violences. Euh, et euh, et d'une certaine façon, il y a d'autres formes de violence qui sont peut-être pas des violences physiques qui apparaissent dans d'autres articles. Et typiquement, dans l'article d'Axel Ravier, il y a des formes de violence symboliques ou verbales qui ressortent et qu'il analyse aussi. Euh, je voudrais pas trop en dire, donc enfin. Claire a quand même a donné une longue liste de citations qui témoignent aussi des violences symboliques de la pathologisation qui sont aussi vécues par Loïs dans l'article dont on parle. Mais oui, en effet, peut-être, je sais pas si d'autres ou Mathieu, tu veux dire quelques mots de. Du coup, ouais, juste pour les deux, c'est clair d'avoir différents regards. Oui, alors on fait deux points en fait sur la question des violences. D'une part, en fait, je pense que la problématisation des violences, notamment sexuelles et des violences de genre en général, en particulier dans la jeunesse aujourd'hui, c'est aussi un des résultats en fait de l'enquête en vie, c'est-à-dire que je le dis de manière très très rapide, je vais dire déjà une toute grande avec la social avec par exemple, mais qu'il y a à la fois sans doute une surexposition du fait de la diversification des parcours sexuels des jeunes, notamment par exemple dans la
des partenaires qui peuvent faire des rencontres. Mais il y a aussi des opérations, des évolutions de qualification des violences, où ce que ma génération, par exemple, aurait pour cela dit, j'étais un peu bousculé en backroom, serait aujourd'hui qualifié de violent. Donc, c'est un peu mes cas, donc c'est en effet aussi au centre, parce que on voit qu'il y a la question de l'ordre du genre, qui est questionnée à travers ces violences. Cela dit, en fait, euh, dans ce numéro, le fait que les violences apparaissent ne soit pas nécessairement la porte d'entrée, me semble un point important, parce que dans la littérature internationale, sur la question des violences et de la sexualité, la violence apparaît comme souvent comme la porte d'entrée, notamment parce que c'est un opérateur de légitimation, en fait, de ces populations qu'on constitue comme vulnérables. Donc, c'est un point important, en fait, de dire que c'est évidemment, c'est en effet, il y a des sur-risques, des surexpositions de des minorités à un ensemble de formes de violence quand même très importantes qui peuvent être sexuelles, physiques, symboliques, mais c'est aussi des modes de vie, mais c'est aussi un ensemble de relations sociales, de présentation de soi, de certaines positions dans les professions qui sont importantes. Voilà. Et en effet, sur la question des binaires, je pense que cette question-là, pour le coup, c'était important de noter, mais parce que stratégiquement, en fait, il y avait parfois, c'est un petit peu dit, mais l'idée qu'il y a des vraies trans et des binaires qui sont pas assez trans. Et aussi que, des travaux là-dessus, et je pensais que c'était important, en fait, de montrer que je peux pas, je peux me réveiller le matin et je suis non-binaire alors que je suis issu d'une catégorie sociale très favorisée et peu vulnérable. En fait, non, c'est précisément, une identification qui ne pourrait être pas uniquement d'un sentiment de soi, mais qui s'inscrit dans un espace social où les violences sont nombreuses et beaucoup d'actes sont nombreux à vécu comme des violences. Oui. Aujourd'hui, la violence, elle est plus prise en charge. Alors, non, par rapport à ma génération, non, elle est plus problématisée, c'est-à-dire qu'en fait, simplement, pas pour moi, mais simplement, en fait, on voit qu'il y a une augmentation des déclarations de violence, ça se voit dans les tempêtes, ça se voit aussi dans les espaces sociaux judiciaires. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on qualifie comme violence, on nomme comme violence ce qui n'aurait pas été nommé il y a 10 ans, 20 ans, et je pense que c'est en partie le cas. Par contre, on enregistre aussi des trajectoires de jeunes à partir du moment où on a plus de partenaires, par exemple, où les violences sexuelles, on a plus de relations intimes, où, en fait, on a un peu plus de risque de faire tout simplement des nouvelles tendances. Donc, on est sur les Et peut-être juste pour compléter, Miral m'y a fait penser. Avant la sortie de ce numéro, j'ai travaillé avec des collègues Pauline Delage, Ameline Fourment et Margot Giacinti sur un autre numéro dans la revue Terrain et Travaux, où là, l'entrée était inverse par rapport à ce que disait Mathieu. C'est vraiment une entrée sur les violences, et donc c'était un numéro sur violences et populations minorisées, donc au sens très large, et ça permet aussi de comprendre, enfin on essaye en tout cas de comprendre ce qui fait que les populations minorisées, qu'elles soient définies juridiquement, numériquement, enfin de différentes façons, déclarent plus de violence. Et dans ce numéro, il y a Miral qui a participé à un article sur les violences subies par les personnes intersexes. Et donc c'est le seul article qui parle des violences de minorités de genre, qui sont aussi souvent des minorités sexuelles. Mais voilà, peut-être que je sais pas si tu veux en dire un mot, Miral. Mais... Non, c'est que oui, il faut pas distinguer aussi. Il me semble que ce que montrent ces travaux, c'est qu'il faut pas, quand on parle de violence de genre, voilà, on pense, voilà, ça va être par exemple des femmes qui vont subir des violences de la part d'hommes, etc. Mais que quand on articule plusieurs rapports sociaux, rapports de domination, ça donne aussi, c'est pas forcément cumulatif, mais il y a quand même un effet aussi de la violence de genre qui peut être aussi renforcée par d'autres types de violences sociales, médicales, familiales, etc. pour les minorités sexuelles et de genre ou par exemple pour les personnes intersexes, un truc c'est comme je l'ai rappelé rapidement, il y a la violence de genre, des normes de genre, voilà, on fait pas. On déroge à cette binarité soi-disant naturelle, mais il y a aussi la violence de la domination adulte et la violence médicale qui est légitimée socialement.
Et donc, c'est comment à la fois l'institution médicale, familiale et, on va dire, de l'ordre du genre plus socialement, elle s'articule et s'agence entre elles pour légitimer des formes de violence sur ces minorités sexuelles et de genre, qui passent parfois inaperçues et parfois sont enregistrées aussi, et dont on parle de plus en plus. Euh, je voulais, voilà, aussi, peut-être à cette occasion, rappeler que ça a été dit par Nicolas au début, mais l'importance du mouvement féministe et des mouvements aussi LGBTI+, il me semble très importante pour, voilà, c'est pas juste cause et conséquence, mais de voir ce dossier de ce numéro aujourd'hui, c'est aussi et ces identifications minoritaires, c'est pas seulement du tout, bien sûr aussi, mais toute l'histoire des mouvements féministes qui viennent remettre en question la binarité du sexe et du genre, des travaux aussi en sciences sociales, euh, notamment aussi au carrefour de la sociologie, de la biologie, de Anne Foster-Sterling et d'autres qui venaient aussi, évidemment de Judith Butler, remettre en question cet ordre binaire et hétéronormatif, et ce qui a aussi donné, enfin, avec les mouvements militants évidemment, la possibilité d'avoir accès à ces identifications et à ces groupes minoritaires et des communautés qui font que on identifie et on en parle différemment aujourd'hui qu'il y a 20, 30, 40. Et juste peut-être un petit truc, ce que tu dis là, ça m'y fait penser. Parce que tu as mentionné l'importance de la domination adulte, et là je prends peut-être la casquette de auteur à l'intérieur du numéro, mais on insiste là-dessus avec Zéo qui est ici présent. Et en fait, c'est singulier parce qu'il y a des enjeux de qualification qui sont extrêmement importants derrière les formes de violence qui se logent dans les rapports entre adultes et enfants, notamment parce que c'est aussi des formes de violence qui peuvent être euphémisées pour le bien de l'enfant, pour le bien de son développement, pour le bien de son immaturité supposée, etc. Donc voilà, il y a des enjeux ici d'euphémisation, donc de qualification, qui sont saillants en fait, et qui, à mon avis, se logent au cœur des processus qui constituent, on pourrait dire, on appelle la domination adulte. Voilà, donc je pense que c'est pas forcément présent dans tous les articles, mais en tout cas, je pense que c'est des enjeux qui sont importants. Oui, on a encore en tête que par exemple les parents ou les Ouais. médecins pourraient parfois mieux Ouais, oui, parler de leur enfant ou d'un enfant que l'individu de son propre identité, de sa propre sexualité, qui aurait aussi le pouvoir de décider tout à fait. concrètement, matériellement, ce qu'il va avoir accès, si c'est pour des mineurs trans, à des Tout à fait. hormones, etc. Et ça, je pense que c'est important, hein. Enfin, votre article permet aussi d'interroger ça. Sur les cultures. Non, mais je me rappelle, sur les violences, je me rappelle de l'enquête Virage de 2015, dont sur lequel Mathieu et Daniel avaient travaillé, à la fois pour les personnes trans, pour les jeunes trans en tout cas, on avait, si on sait les données, on avait 60% de violences intrafamiliales ici. 80%, ouais, je crois. 80% de Je crois. violences intrafamiliales, physiques, sexuelles et psychologiques, c'est ça? Je crois. Ok. Et c'était significativement supérieur au reste des LGBT. Donc, alors, ouais, c'est énorme. C'est beau. Et ça explique pourquoi, moi, dans mon travail de médiation pair, je vois au final assez peu il n'y a pas d'explosion de demandes de soins pour les mineurs, c'est parce qu'ils ils font pas le premier pas pour faire son coming out. Quand on veut faire une transition, on est obligé de faire son coming out auprès de ses parents pour demander les soins, parce que c'est eux qui valident ou non la demande de soins. Euh, Moi, j'ai sur 4 ans de médiation pair, j'ai reçu une centaine de familles, ce qui est très peu. Et oui, c'est 25 familles par an. Quand c'est 5 jours dans l'année, je suis tranquille, en fait, dans ce travail de médiation, parce que la plupart d'entre eux sont cloîtrés dans des familles qui sont non acceptantes, voire violentes. La violence intrafamiliale, elle se situe sur la transidentité, sur l'homosexualité supposée, sur plein de choses aussi, mais elle est suffisamment forte, en tout cas, pour donner le sentiment aux jeunes en France, et aussi aux jeunes LGBT de manière générale, que c'est pas un lieu safe, forcément pour eux, pour sortir du placard, pour éventuellement transitionner s'agissant des jeunes trans. Donc, ouais, bon, c'était en 2015, les terrains, mais là, ça passe.
on a notamment énormément changé, malheureusement. Et Hugo, par exemple, par rapport à toi, ton travail auprès des personnalités politiques, est-ce que c'est des gens qui, tu vois, dans l'idée qu'aujourd'hui aussi on nomme pas pareil les violences, on les donne plus dans les enquêtes, on les rapporte mieux. Est-ce que toi, c'est des choses sur lesquelles, dans l'étude des parcours des personnes gays et lesbiennes, c'est des choses qui sont revenues, la question des violences, notamment au moment de la jeunesse, ou pas du tout dans de souvenirs, hein, mais est-ce que, cette question de la place des violences, qui aujourd'hui est un incontournable des récits de vie, est-ce que les hommes, enfin les personnalités politiques que tu as interrogées s'exposent aussi sur les situations de violence vécues ou au contraire contournent cette question-là et se centrent sur la violence politique Ouais, autour de leur sexualité? pas de question. Il se trouve qu'une partie de mon travail là, sur les élus et lesbiennes, ça a été sur des matériaux autobiographiques, des récits Ouais. autobiographiques publiés. Donc voilà, la question des récits de vie, de la mise en scène de soi, etc. C'est quelque chose que j'ai pu aborder. Et oui, les violences homophobes dans la jeunesse font partie un peu des attendus en fait du récit du récit de coming out, en fait du script un peu normatif même du récit de coming out, c'est-à-dire que on justifie le fait de faire ton coming out et de transgresser la norme universaliste républicaine pour la France par exemple par le fait que en fait voilà on a vécu ces violences-là et on veut pas que les jeunes générations futures les veuillent et donc c'est ce qui légitime cette transgression. Et à contrario, la violence homophobe du milieu politique, du champ politique, elle va être euphémisée. Donc il y a certaines violences qui vont être mises en avant et d'autres qui vont être euphémisées. Et lorsqu'il parle donc la violence, elle est soit dans le passé pour les élus que j'ai rencontrés, et si elle est dans le présent, dans ce cas-là, elle est altérisée, elle est racialisée. Donc c'est la violence supposée homophobe des jeunes de banlieue. Enfin, vous voyez la figure. Je pense que tout le monde voit ici du garçon arabe homophobe. Dans le présent, c'est cette violence-là qui va être mobilisée, mais ça va pas être la violence des conditions d'investiture, la violence des rapports de pouvoir au sein du parti qui peuvent exclure sur la base de l'orientation sexuelle des gens. Ça, c'est lié au fait que j'ai interrogé des élus qui avaient obtenu l'investiture et qui avaient obtenu un mandat. Donc forcément, il y a un biais de sélection, un biais sur le genre, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui ont été militants politiques dans des partis qui en fait n'ont jamais accédé à des mandats, en fait moi je les ai pas directement rencontrés, donc peut-être que ces gens-là ont peut-être davantage d'histoires de violence à raconter parce que c'est aussi des trajectoires plus brutalement arrêtées que en fait moi c'est un peu les gagnants du champ politique que j'ai rencontrés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a ouais, allez-y. Moi, je suis enseignante. Et je me demandais si, dans quelle mesure, parce que vous avez parlé beaucoup de la famille et des médecins, mais dans quelle mesure aussi l'institution scolaire va jouer un rôle là-dedans. Enfin, est-ce que vos articles en parlent ou est-ce que vous avez des références En fait, on a eu des propositions d'articles qui en parlaient, donc il y a réellement un sujet, mais peut-être, non, vous Ouais. analysez pas un peu le rôle dans votre article, Théo et Nicolas? Ouais, on étudie un petit peu l'école, mais moins comme, en fait, on se centre quand même essentiellement, en effet, sur la famille et et sur la médecine. L'école joue un rôle central. D'ailleurs aussi comme il y a eu il y a eu la circulaire Blanquer là, il y a quelques années là, sur l'identité de genre en fait qui à la fois qui témoigne pas mal de en fait de ce qu'on raconte, une sorte de mise en mots, de la possibilité de s'affirmer, etc. Mais qui finalement assujettit la possibilité de le dire à l'autorité parentale notamment, donc qui rappelle en fait finalement l'ascendance parentale. Donc en fait, c'est peut-être Claire pour en dire plus encore que moi là-dessus, mais voilà, qui est une circulaire ambivalente en fait du point de vue de la reconnaissance des droits et qui a plutôt tendance en fait à reproduire l'ascendant adulte sur les possibilités même de se définir. Et puis dans l'article on traite pas de l'école spécifiquement comme ça, comme institution, mais plutôt comme espace aussi de socialisation entre jeunes en fait. En tout cas, alors le jeune garçon dont on retrace le parcours et la trajectoire, évidemment, il est pris dans un ensemble de contraintes qui sont familiales, qui sont médicales, mais qui sont en fait prolongées
motivé par les normes de genre de l'espace local de son collège au moment où il était jeune adolescent. Et puis on voit bien comment ça évolue en fait dans son passage au lycée, aussi parce qu'il y a une mutation aussi dans il change de lycée vers un lycée plus bourgeois, etc. Donc en fait il y a une transformation de ce type de normes. Donc voilà, je pense que l'école on peut la saisir à la fois comme institution, puis il y a peut-être la circulaire Blanquer, par exemple, comme un exemple de ce que l'institution peut imposer, ouvrir et imposer, reproduire comme type de normes. Probablement qu'on peut aussi voir ça dans les interactions entre enseignants et jeunes. Là, pour le coup, les articles de science le mentionnent pas. Moi, j'ai en tête là des choses dans les travaux que je mène qui témoignent quand même du rôle des enseignants. Mais après ça, on peut aussi la saisir dans les groupes de pairs et puis l'école, en fait, comme un lieu aussi de reproduction de normes entre jeunes en fait et d'un ordre du genre qui passe aussi par des attentes juvéniles en fait à l'intérieur des groupes de pair. Ouais, c'est ça que je pourrais dire en tout cas sur notre article, mais en effet peut-être ça permet ce que disait Tania, ça permet aussi de dire des choses on avait quelques articles nous en tout cas quelques propositions d'articles notamment sur l'éducation à la sexualité. Je pense que bon, qu'on peut finalement pas été retenu pour tout un ensemble de raisons, mais qui était extrêmement intéressante et qui semblait montrer, puisqu'on avait accès seulement à des propositions d'articles, mais comment aussi les cours d'éducation à la sexualité, voilà, contribuent à une ouverture relative des possibles, mais tout en différenciant des types de discours, en hiérarchisant ce qui est possible de dire, ce qui est pas possible de dire dans les classes, entre enfants, entre jeunes, selon les âges aussi, auprès des jeunes filles, auprès des jeunes garçons, ce qu'on peut dire dans les filières professionnelles et dans les filières classiques, c'est pas la même chose, pas les mêmes publics, donc il y a tout un ensemble de voilà. Donc je pense qu'il y a des travaux, il y a des réflexions là-dessus, malheureusement qui sont pas directement dans le numéro. Puis ça me permet juste de dire autre chose, mais sans rapport avec l'école, mais parce qu'il y a des choses notamment Hugo a mentionné, je pense que c'est vraiment un point hyper important, les sociabilités numériques. On l'avait mentionné dans l'appel à articles, et c'est vrai que pour le coup, je pense qu'on a eu il y a eu peu de choses en fait dans nos propositions là-dessus. Ça nous a questionné. Il y avait des choses en fait, mais plutôt en fait pour des populations hétéro en fait majoritaires. Donc c'était un petit peu un petit peu en dehors du cadrage qu'on souhaitait donner au numéro, mais finalement il y avait peu de choses. Donc C'est voilà. pas facile de mener l'enquête. Ouais, probablement. Peut-être que Yael disait on faisait un numéro spécifiquement sur le numérique, on aurait plus de choses, mais finalement c'est peut-être l'entrée aussi. Bon, en tout cas, c'est un constat, mais en effet, je pense que c'est vachement intéressant que tu le mentionnes. Sur la place de l'école, je pense que dans vos travaux, général, Claire et Hugo, il y a sûrement aussi des éléments, enfin, je pense que Moi, j'ai pas vraiment particulièrement travaillé sur l'école et l'espace scolaire. Et en effet, je pense que je pense qu'il faut faire attention à la manière dont on forme les enseignants sur toutes ces questions-là, parce que je pensais aussi à un amont de toutes les questions LGBTI, c'est fondamental. Et malheureusement, dans le contexte dans lequel on est, avec une panique morale qui bon, voilà, médiatique et autres là-dessus, j'ai peur que ça devienne pas forcément de plus en plus facile, mais que ça soit d'ailleurs enfin, pour les médecins comme pour les enseignants. Il faudrait voir voilà, est-ce qu'il y a des travaux et lesquels sur la formation des enseignants actuellement euh, pour les cours d'éducation à la sexualité, mais aussi plus généralement en fait comment accueillir des personnes, des enfants et adolescents LGBTI+. Pour les personnes intersexes, il y a des enjeux importants qui vont être aussi euh, euh, par exemple quand justement il y a des violences ou quand il y a aussi des absentéismes pour des questions de consultation médicale, etc. Comment l'école aussi va le prendre en considération ou pas. Et puis pour que ce soit pour des personnes intersexes, trans et non binaires, il y a évidemment la question de l'autodétermination par rapport aux pronoms, par rapport aux prénoms et à l'état civil et comment l'école en fait il y a la circulaire Blanquer, mais aussi plus généralement comment en fait l'institution va évoluer pour mieux respecter l'autodétermination des personnes dans le quotidien, parce que c'est le quotidien des enfants et des adolescents de pouvoir être bien genré, enfin, utiliser le bon prénom, etc. Donc voilà, je pense que Claire pourra mieux en parler. Moi, je peux parler de la circulaire Blanquer, mais
en 1 minute, 2 minutes. En une Je minute, sais, c'est un défi. la circulaire bancaire, en fait, ça donne 2021, la rentrée 2021, ça permet aux élèves trans l'école, collège, lycée d'être bien genrés, pourvu que leurs deux parents soient d'accord avec ce qu'on veut. Donc ça sert historiquement à rien dans la mesure où ces personnes-là, ces élèves-là, étaient bien genrés à l'école avant cette circulaire bancaire, parce que leurs parents les soutenaient dans les pratiques et la plupart du temps étaient pris en soins, notamment en soins pédopsychiatriques et la pédopsychiatrie affirmatif leur faisait des attestations pour qu'ils soient bien genrés à l'école, ce que l'école acceptait. Donc ça n'a pas apporté grand-chose, ça a été rendu nécessaire et obligatoire par un gouvernement contraint par un suicide d'une jeune lycéenne trans de 17 ans qui s'appelait Fouad. Donc c'est dans ce contexte-là que ça s'est mis en place. Et à la suite aussi du documentaire Positif qui est paru en 2020. Donc il y avait un peu contextualisé ces besoins-là, parce que si on n'est pas en charge correctement à l'école des petites filles comme Sacha, eh bien, les petites filles grandiraient, devenaient comme Fouad, c'est-à-dire suicidaires. Concrètement, c'est ça. Aujourd'hui, on est obligé de défendre cette circulaire qu'on a détestée parce que c'est une circulaire au rabais qui nous a été vendue par le gouvernement à la place d'un vade-mecum de 60 pages, je crois, produit par les associations LGBT qui devait reconnaître l'autodétermination pleine et entière des jeunes trans et indépendamment de l'accord parental. On ne l'a pas obtenu sur la dernière ligne droite parce qu'on a été dépassé par des juristes liés à la manif pour tous. Et maintenant, on est obligé de défendre cette circulaire parce qu'elle est attaquée par ces mêmes juristes qui l'ont attaquée plusieurs fois au Conseil d'État. Et si l'extrême droite passe sous le pouvoir, elle réussira à la faire tomber. Alors que oui, c'est une circulaire qui est un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire ni dans le soutien inconditionnel aux élèves trans, ni dans le soutien inconditionnel aux parents trans. Parfait. T'avais des éléments sur l'école éventuellement? Ouais, très rapidement, là. En fait, c'est peut-être un petit pas de côté, mais en fait, moi, l'école, elle apparaît dans les entretiens avec les élus à travers des récits de surinvestissement scolaire comme stratégie d'ascension sociale pour échapper à son milieu d'origine et pour vivre une vie gaie dans la grande ville. C'est un peu, voilà, un peu une tarte à la crème de la sociologie des homosexualités. Et ce qui est intéressant, c'est que donc elle apparaissait mobilisée par mes enquêtés dans leurs récits. Mais en fait, si je regardais leurs origines sociales, les niveaux diplômés de leurs parents, etc., en fait, ils étaient dans des stratégies, enfin, ils étaient inscrits dans des trajectoires de reproduction scolaire, de reproduction sociale, pardon, qui n'étaient pas du tout improbables. Donc, en fait, c'est intéressant que eux, ils voyaient dans leur homosexualité la clé de leur trajectoire sociale, alors qu'en fait, a priori, sociologiquement, pas trop. Mais sinon, l'école, moi, en tant qu'instance de socialisation, tu en parlais, Nicolas, il me semble que c'est une instance de socialisation horizontale aux identifications de genre minoritaire, c'est-à-dire de collégien à collégien, de lycéen à lycéenne à lycéen. C'est d'ailleurs que je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes cis et hétéros qui découvrent ces identifications minoritaires, pas seulement sur Internet, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi en rencontrant des camarades dans la cour de récréation. Alors, ça dépend peut-être des écoles, sans doute qu'il y a plein de bémols à apporter, mais en tout cas, des gens qui après peuvent rentrer dans leur famille éventuellement et dire, voilà, j'ai un copain non binaire, j'ai une copine, ça, et donc ça participe quand même d'une manière ou d'une autre, je ne veux pas idéaliser, mais à la diffusion de ces identifications-là. Donc, il me semble que voilà, ça, c'est une socialisation verticale, bien sûr, il y a plein de trucs comme ça, mais aussi des dynamiques de socialisation horizontale, peut-être, mais je le travaille pas. Je le fais. Merci beaucoup à toutes les cinq et tous les cinq. Un coup, je me demandais en vous écoutant qu'est-ce que ça aurait été ce dossier si on l'avait sorti dans les années 2000 en fait. Quels auraient été les enjeux et on n'a pas de point de comparaison, mais ça aurait été assez intéressant de le relire 25 ans plus tôt et 25 ans plus tard et de regarder un peu aussi la dynamique des travaux, la dynamique des recherches en sociologie, plus largement en sciences sociales sur ces questions-là, toutes les nouvelles, les essais de méthodologie. Je crois que c'est Miral qui revenait sur les enjeux méthodologiques, la manière aussi, l'inventivité des jeunes recherches aussi pour trouver comment obtenir et discuter, faire parler et compter, tout en respectant les personnes, tout en permettant dans un cadre éthique la construction de la recherche scientifique.
Donc voilà, les prochains numéros de la revue porteront sur les jeunes des milieux favorisés, donc un peu en pas de côté par rapport à celui-là. Et puis celui d'après portera sur l'animation socioculturelle et l'animation jeunesse, autant d'objets qui sont à traiter par une revue qui porte sur la jeunesse et les politiques de jeunesse actuellement. Et puis enfin, cette conférence débat, donc elle s'est déroulée grâce aux équipes de l'INJEP et puis aussi beaucoup grâce au soutien de l'INED. Et donc c'est une occasion pour remercier à la fois l'INED de son accueil, mais aussi plus largement de la précieuse collaboration qu'on a entre nos deux institutions. Donc voilà, j'avais promis qu'on terminerait à 30, il est 29. Je vous souhaite, et nous vous souhaitons une très très bonne soirée. On vous souhaite plein de lectures et n'hésitez pas à prendre le numéro, il est là parce que la sociologie ne sert que si elle est lue. Bonne soirée.